Horoscopie, Hugo Clément, Laurent Bachy. Bonjour à tous. Alors, je sais pas, pour certains, il y en a qui commencent à s'habituer à ce podcast. Le but, c'est de vous divertir, de vous faire rire et d'apprendre des choses sur les gens que j'invite. En général, c'est des gens que j'aime bien. Mais là, c'est un petit peu différent. Personnellement, moi, je suis proche, vous le savez, de la nature. J'aime les animaux. La planète est en déliquescence. On est abreuvé de reportages sur la fonte des glaces, le réchauffement climatique. Et j'en peux plus quand je vois ces documentaires, je zappe parce que c'est trop anxiogène. Donc, si vous êtes sensible, si vous n'avez pas le moral, barrez-vous. Ah non, au contraire, restez. Non, je parle aux gens. Ferme ta gueule quand je parle aux gens, toi. Je t'ai pas encore donné la parole. Barrez-vous. Ça va être super flippant, super anxiogène. On va faire un état des lieux qui est catastrophique. Donc, barrez-vous. Si vous avez un moral solide, oui, vous pouvez écouter. Le mec est passionnant. Oui, mais vraiment, si vous êtes faible en ce moment, allez sur Rire et Chanson. Hugo Clément, bonjour. Bonjour Laurent. Tu es né un 7 octobre. Ouais. Comme Bernard Lavilliers, deux chiens qui sont Lassie et Desmond Tutu, Heinrich Himmler et Vladimir Poutine. Pas mal, hein. Parmi cette liste, quelle est la personne ou l'animal dont tu te sens le plus proche? Oh, Lavilliers, je pense. Pourquoi? Parce que les autres, c'est compliqué. Non, Desmond Tutu. Non, mais en plus, j'adore Lavilliers. Moi aussi, c'est une bête de scène. Ah, j'adore. Et les bêtes, nous, on adore. Ouais. Tu es né à Strasbourg, tes parents étaient profs de sociologie. Ouais. Enfant, tu étais sage, mais ado, tu étais très turbulent. Ouais. Enfin, j'étais très chiant, surtout, ouais. Et turbulent. Alors, évite de me contredire. Ouais. Parce que c'est pas bon. J'ai pas encore compris le concept du podcast. J'ai travaillé, moi, sur toi. Oui. Il y avait des passages qui n'étaient pas forcément passionnants. Je me les suis tapés. Donc, si c'est pour, Ok. si c'est pour que tu Ça me marche. reprennes à l'antenne, Ouais, non, ça me surtout casse pas. les couilles. Ça va foutre une sale ambiance. Et c'est pas là où on veut aller. Ouais, complètement, vas-y. Tu fais Sciences Po et tu rentres après comme pigiste à la Dépêche du Midi. Ouais. C'était une promotion, c'était ton premier job. C'était mon premier stage en Ouais. journalisme. Ouais. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans, je crois, ou Tu 18 étais ans. formé, tu avais des poils? Ouais, Ça ne j'ai- rajoute rien, c'est juste pour visualiser. Ouais, j'avais des poils. J'en ai jamais eu beaucoup, mais j'en avais un peu. D'accord. Ouais. Ensuite, tu vas à Lille et là, tu es inscrit à l'école supérieure de journalisme. Ouais. Et là, tu couvres, parce que tu es sur place, tu couvres l'affaire du Carlton Ouais, exactement. avec des DSK. Ouais. Il t'a fait croquer, Dodo la Saumure? Non, il m'a pas fait croquer. Non, mais ce qui est très drôle, c'est que je suis allé voir les employés de l'hôtel après l'histoire, là, qui en pouvaient plus d'avoir des touristes qui venaient demander une chambre avec, je cite, avec pute. Les gens venaient à la réception demander aux gens, est-ce que je peux avoir une chambre avec pute? Et donc, les employés pétaient un plomb. Et c'était ça l'angle du papier que j'avais fait à l'époque. C'était. Parce qu'il y a des bars à tapas et il y a des bars à te pu maintenant là-bas. Mais en plus, c'est pas le code. On dit pas frontalement pute dans les hôtels. Ah ouais, mais alors si là-bas. On dit, je voudrais Ah bah j'en sais rien, ça tu vas me le dire. un oreiller supplémentaire. Ah bon? Ok, Ça veut dire, je veux une pute. d'accord. Après, tu rentres à France 2 et comme tu cherches à te faire remarquer, tu mets le feu à la maison de la radio pour couvrir l'événement. Ouais, ok, je connais cette théorie. Ouais. Explique. Ah bah non, c'est totalement faux, évidemment. Oh, ouais. On a des potes en commun. Ça va, détends-toi. Non, je nie catégoriquement. J'ai jamais Fort de fait ce feu. succès, tu renouvelleras cet acte en avril 2019 à Notre-Dame de Paris. Ouais. Là, ça a bien marché hein, cette fois. Voilà, oui. T'as vu, ça a fait le buzz. Hein. En 2015, tu couvres les attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Et par le plus grand des hasards, tu es dans le 11e arrondissement de Paris pendant les attentats du 13 novembre. Là, comme t'es pas con, tu vois des sirènes de police, tu te dis, c'est pas normal. Ouais. Et tu décides, là, c'est la fibre journalistique qui l'emporte. Avec ton pote, tu dis, on les suit. Ouais, on Et revenait de tournage en fait avec Pierre Lebeau qui était caméraman au Petit Journal avec moi et on a vu effectivement ces convois, beaucoup plus que d'habitude quoi et on a suivi pour voir C'est ce qui se passait. exactement ce que je viens de dire. Il faut que tu aies une valeur ajoutée dans cette interview, ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Et là, tu te retrouves aux abords Du Bataclan. du Bataclan. Explique-nous là. Bah on est parmi les premiers à arriver avec les forces de police qui arrivent sur place, qui mettent un périmètre de sécurité tout de suite pour nous éloigner, mais on est les premiers journalistes à arriver sur place. Au début on comprend pas trop ce qui se passe et puis quand on voit que les flics ont le flingue tu vois à la main dans la rue, là on se dit que c'est pas un événement normal quoi. Puis on savait déjà qu'il y avait des attentats et des morts.
Non, en fait, moi, si. quand au tout début du Bataclan, on commençait à comprendre. Mais il y avait déjà 23 morts. Ouais, mais pas au Bataclan. Non, mais sur les terrasses, il y avait eu la bombe au Stade de France. Je t'explique. Je jouais au Théâtre Fontaine. Ouais. J'avais un réflexe quand je sortais de scène. C'était regarder le portable. Et je vois attentat, 6 morts. Je traverse la rue avec Roman pour aller au bistrot. Je regarde 23 morts, juste en traversant la rue. Et les mecs, ils devaient faire la rue Fontaine. Ils devaient nous faire. Hein, et puis ils ont changé d'avis. Et ils ont fait le 11e, les terrasses et tout. Mais ils cherchaient des endroits bobos pour flinguer du bobo. Ouais, d'accord. Et comment vous savez qu'ils devaient vous faire ? Ah ouais. Parce que le préfet de police, après, a expliqué qu'ils avaient planifié plusieurs trucs. C'est dingue. En tout cas, nous, quand on est arrivé au Bataclan, je me souviens qu'on commençait à avoir des infos, mais c'était ultra flou, quoi. Donc toi, t'étais journaliste, mais t'avais les infos après moi qui étais comédien, en fait. Écoute, moi j'étais peut-être moins bien informé que toi. T'as peut-être pas payé trop cher ton école de merde à Lille. Le concept, c'est qu'on se fait défoncer pendant 1 heure, c'est ça? Non, ça c'est après. Ok, ah oui, ça c'est l'intro, pardon, vas-y. Ça c'est les préliminaires. Donc là, tu finis par avoir des infos, tu sais qu'ils sont dans le Bataclan, qu'il y a eu des morts, et qu'il y a... on entend les coups de feu, en fait. Oh putain. On entend les coups de feu, on entend surtout l'assaut des forces de police, donc les grenades, les rafales, etc. Et on commence à voir les premiers blessés être évacués. Et qu'est-ce que tu fais? T'as des moyens pour filmer? Je suis avec le caméraman, on est juste un micro, une caméra, et on commence à filmer ce qui se passe sous nos yeux. Donc Mais toi, tu voulais le prix Pulitzer, toi. Non, mais franchement, à ce moment-là, alors toi, tu dis que tu avais les infos. À ce moment-là, on n'avait pas du tout conscience de l'ampleur du truc. Donc, on était comme tout le monde, comme les témoins dans la rue. On demande aux blessés qui sortent du Bataclan ce qui se passe, parce que c'était le bordel complet, quoi. Il y avait, évidemment, ils n'étaient pas pris en charge tout de suite. Il y avait les pompiers étaient complètement débordés. Et c'est là qu'on commence à comprendre ce qui s'est passé, quoi. Et qui nous racontent que, il y a des mecs armés qui sont arrivés pendant le concert, qui ont commencé à tirer, qu'il y a beaucoup de morts. Moi, j'ai une vision qu'on m'a décrit que je n'ai pas vue, mais qui me hante. Ouais. C'est-à-dire un amoncellement de cadavres. Les flics qui rentrent après l'assaut, quand tout est fini, un amoncellement de cadavres, une odeur de poudre mélangée à celle du sang, et des portables qui sonnent avec papa, maman, écrit sur les portables. C'est une vision d'horreur, c'est cauchemardesque. Ouais. Et Pardon de te couper. Non. Quand je suis sorti du théâtre, évidemment, j'ai 4 enfants, je les ai appelés, j'ai flippé tout de suite, et j'ai appelé tout le monde pour savoir si tout le monde allait bien. Ouais, c'était vraiment un moment assez difficile à vivre en tant que journaliste, en tant qu'humain tout court d'ailleurs. Et on a passé la nuit à suivre les événements sur place, quoi. Voilà. Donc jusqu'au petit matin, on n'a pas dormi et on a fait une émission spéciale le lendemain ou le surlendemain avec le petit journal, qui était particulièrement difficile à faire, d'autant plus qu'il y a un membre de l'équipe qui faisait partie des victimes. Ah ouais. Et tu savais qu'il y avait déjà 90 morts ou tu l'as su plus tard? Ça, on l'a su au cours de la nuit, quoi. Comme tu dis, le bilan augmentait. Ensuite, il y a eu l'intervention d'Hollande à la télé, en direct. Ensuite, ils sont venus sur place avec Hidalgo et les ministres de l'époque. Je sais plus qui c'était. Je sais plus si c'était Valls, le ministre de l'Intérieur à l'époque, ou Bernard Cazeneuve. Je sais plus. Je crois que c'était Cazeneuve. Oui, je crois aussi. Et voilà. Et en fait, petit à petit, on a pris conscience de l'ampleur et de ce qui s'en est suivi, quoi. Tu pars au Népal après pour couvrir le séisme qui a fait des milliers de morts. Et là, vraiment, tu enjambes des cadavres en putréfaction. Ouais. Là, tu prends une grande claque quand même. Parce que tu les vois, là. T'es pas à l'extérieur, là. C'est ça. Ouais, c'est la première fois que j'étais confronté vraiment à des corps humains morts, en fait. Enfin, à des cadavres. J'avais jamais été confronté à des cadavres en grand nombre, et donc il y a cette odeur surtout, quoi, cette espèce d'odeur de mort qui s'infiltre partout, et puis c'était une ampleur que moi j'avais évidemment jamais connue. Il y a eu plus de 10 000 morts, je sais plus le chiffre exact, mais Katmandou était complètement à terre. Évidemment, les moyens de secours là-bas sont à 10 000 km de ce qu'on peut connaître ici, donc c'était vraiment une situation chaotique, et on est allé dans des villages qui avaient même pas reçu de secours, où tout était à ton tout rasé, petit niveau, tu as pu faire des actes un peu humanitaires par-ci par-là? Ouais, alors honnêtement, des gouttes d'eau, hein. Ouais, oui, bien sûr, tu files de l'eau aux gens, mais
on est démunis, nous, en tant que journalistes, en fait. On n'a pas de matériel pour aller chercher les gens sous les décombres. Donc, oui, c'est des petits actes d'humanité, d'empathie, avec aussi les Népalais avec qui on bossait sur place. Mais on se sent, et d'ailleurs, c'est ça qui peut générer, je pense, beaucoup de traumatisme chez notamment les journalistes de guerre, ce que je ne suis pas, j'ai jamais fait de front. C'est le sentiment d'être inutile, en fait, dans ces moments-là, et de se dire, est-ce qu'on sert vraiment à quelque chose? Mais tu l'étais déjà avant. De journaliste. Inutile. T'avais une vie de merde. Tu n'intéressais pas les gens. C'est une vision des choses. Mais là, dans ces moments-là, on peut se poser la question, est-ce qu'on sert vraiment à quelque chose avec une caméra ici? Et avec le recul, je pense que oui, c'est important d'informer, c'est important que le monde sache ce qui se passe dans les endroits où les gens souffrent, et ça permet d'avoir une vision plus claire. T'as des séquelles aujourd'hui où t'as dissocié ton métier de journaliste, où t'as ramené des cauchemars à la maison entre le Bataclan et le Népal? Ou est-ce que ça va? Non, ça va, franchement. Après, encore une fois, je fais pas partie des journalistes dont c'est la spécialité d'aller sur des terrains de conflits armés, de morts, etc. Donc, j'ai été beaucoup moins exposé que d'autres. Et je pense que le fait d'être dans l'action, c'est-à-dire de faire quelque chose sur le terrain, de filmer, de raconter ce qui se passe, ça met une forme de filtre entre soi et la réalité. D'ailleurs, sur le Bataclan et les attentats à Paris, il y a beaucoup de secouristes qui ont raconté qu'ils ont été, eux, moins traumatisés que les simples témoins. Parce que ils étaient dans l'action. Ouais, ils étaient dans l'action. Donc, ils essayaient de sauver, ils essayaient de faire leur boulot, en fait. Ils avaient un rôle à jouer. Toi, t'as pas de cœur. Moi qui suis très sensible, je pourrais jamais jouer au Bataclan. Il y a des artistes que je trouve très courageux qui vont jouer au Bataclan. Moi, je connais l'endroit. Hein, j'ai déjà fait des trucs. Pourquoi? Parce que je suis trop sensible. Parce que j'ai cette vision d'un tas de corps avec. Je peux pas. Ouais, je comprends. C'est à la fois, on a envie de se dire, il faut que ce lieu continue à vivre, à exister, parce qu'il faut pas céder à ce qui s'est passé, et c'est ça qu'ils cherchaient, quoi, d'arrêter la fête, d'arrêter les gens heureux. Et en même temps, je comprends qu'en tant qu'artiste, monter sur cette scène-là, en sachant ce qui s'est passé dans la salle, c'est super. Les gens courageux, les artistes courageux disent, il faut pas qu'ils aient gagné, les terroristes. Ouais. C'est vrai. Pour moi, ils ont gagné, j'ai perdu, j'irai plus au Bataclan. Ouais. Fin 2015, tu quittes France 2 pour le Petit Journal afin d'épauler Martin Veil, ce qui te permet de voyager partout dans le monde. Ouais, complètement. Alors en fait, t'as eu un bilan carbone bien dégueulasse. Mon bilan carbone à l'époque était pas top. Non, mais c'est pas pour voyager que je suis parti au Petit Journal, parce que moi c'était vraiment pour faire l'actualité en France, notamment l'actualité politique. Donc j'ai moins voyagé que Martin, mais on a quand même fait pas mal de reportages, notamment l'élection de Trump, la première élection de Trump, le coup d'État au Burkina Faso, etc. Trump que t'as beaucoup soutenu. Que j'ai beaucoup soutenu, évidemment, et encore cette dernière élection, moi je suis un des premiers soutiens de Trump, évidemment. T'étais au Capitole avec les autres, hein. Ouais, bien sûr, je fais partie de l'assaut. T'es sur tous les fronts. Hein. Au cours de tes diverses enquêtes, t'as été insulté, on t'a craché dessus, t'as été menacé en France ou à l'étranger, hein, t'as été traîné en justice. Et d'après mes sources, tu souffres encore d'une fouille anale qui s'est pas très bien passée, je ne sais plus pour quel reportage. En 2018, tu présentes une vidéo tournée par L214, coucou Brigitte, dans un abattoir qui tue des chevaux de course une fois leur carrière terminée. Et là, tu as la révélation sur la prise de conscience sur la souffrance animale. Là, tu as un choc. Et ça y est, tu deviens vegan. Alors, je suis pas vegan, je suis végétarien. Donc, je mange encore des œufs et des produits laitiers. Je suis pas... Qui sont pas nos amis pour la vie. Hein. Non, voilà, qui génèrent aussi l'exploitation des animaux, etc. Mais moi, je suis pas dans une approche radicale du végétarisme. Je pense que le plus important, c'est que les gens réduisent leur consommation et qu'il vaut mieux Flexitarien. Ouais, enfin, il vaut mieux qu'il y ait des millions de gens, en tout cas, qui réduisent leur consommation plutôt que d'avoir quelques milliers de gens qui arrêtent complètement. Donc, moi, je pense qu'il faut encourager les gens à réduire. Mais ce qui m'a vraiment marqué... Tu as raison. On est à 15 minutes d'interview, c'est la première fois que tu as raison. Continue sur cette voie-là. Écoute, je vais essayer de persévérer. Non, mais ce qui m'a vraiment marqué en premier, c'est quand j'ai moi-même visité les élevages intensifs de cochons et de poulets. J'étais jamais rentré dans un élevage intensif, je savais pas du tout à quoi ça ressemblait. Et de découvrir les conditions dans lesquelles sont élevés ces animaux, là, je me suis dit, il y a un problème dans le système, quoi. On y reviendra. En 2019, tu lances une cagnotte pour l'ASPAS. L'ASPAS qui est l'Association de protection des animaux sauvages. Coucou Marc Giraud, qui est un copain. Afin de racheter un ancien terrain de chasse de 500 hectares pour le transformer en réserve naturelle. Formidable. Ouais. Moi, je prône aussi le rachat de couloirs
parce que tu sais, quand il y a des terrains qui sont coupés par des champs, Des corridors écologiques. des corridors écologiques, et je Mm. trouve que c'est très très important. Ouais. Et on ne travaille pas encore assez là-dessus. Ouais, Et j'aimerais complètement. bien m'investir un peu plus sur les corridors Ouais. écologiques. Ouais. En 2022, tu reçois des menaces de mort pour avoir pris position contre les abattages sans étourdissement pour les moutons pendant les fêtes de l'Aïd. Ouais. Ça, Ouais, ça- c'est une question de cohérence. Je pense que quand on défend les animaux, on peut pas ne rien dire sur l'abattage sans étourdissement, parce que ça consiste à égorger des animaux en pleine conscience, ce qui allonge encore les souffrances de l'abattage qui sont déjà atroces dans l'abattage classique, on va dire. Donc il n'y a pas de raison de pas combattre cette pratique qui n'a aucune justification, si ce n'est religieuse, donc aucune justification pour faire souffrir des animaux, quoi. C'était chaud les menaces de mort, ça t'a perturbé ou tu as fait la part des choses? C'est jamais agréable. Après, ça fait partie, entre guillemets, des risques de prendre des positions et de traiter ces sujets-là et d'enquêter sur ces sujets sensibles. Quand c'est des menaces de mort, moi je porte plainte. Quand c'est juste des critiques, même parfois assez agressives, ça fait partie, à mon sens, du revers de la médaille d'accepter de s'exposer publiquement, quoi. Voilà. Je suis d'accord. Tu veux une histoire sur moi? Parce que ça Vas-y. fait longtemps qu'on n'a pas parlé de moi. C'est vrai. Parle-moi de toi, Laurent. Alain Bougrain-Dubourg, il y a quelques années, me propose la direction, il en avait marre de l'APO, Ouais, la LPO, ouais. la LPO, la Ligue de la protection des oiseaux. Et comme il sait que je suis un passionné de zoologie et de protection animale, il me propose ça. Et je lui dis, écoute, moi je me lève pas le matin, j'ai plein de choses à faire, et je te trouve très courageux d'aller te prendre des menaces de mort de la part des chasseurs, des œufs pourris sur la gueule. Donc j'ai décliné l'offre en le remerciant vraiment. Ouais. Mais je trouve qu'il a un courage physique, intellectuel, un engagement, Ouais. et on salue Alain Bougrain-Dubourg. Ah ouais, c'est et, quelqu'un de formidable. et je te retrouve un peu. Je trouve qu'il y a un peu cette filiation Ça fait plaisir, c'est très flatteur. Merci. en toi. Sauf Ouais. que lui est beau gosse et toi, tu as un physique disgracieux. Ouais, écoute, on va essayer de faire avec. En 2019, tu te fais arrêter et incarcéré par la police australienne qui a carrément provoqué un incident diplomatique entre la France et l'Australie. Ouais. Rien que ça. Ouais, on a enquêté sur le charbon, en fait, dans l'état du Queensland, en Australie, parce que l'Australie, c'est le premier exportateur mondial de charbon, et ça détruit notamment la Grande Barrière de Corail et d'autres lieux naturels, et on s'est retrouvé avec des militants qui bloquaient un train destiné au charbon, et la police est arrivée, ils n'ont pas arrêté les militants, mais ils nous ont arrêté nous. Donc, Toute l'équipe. Toute l'équipe, ouais. Toute l'équipe, on était 4. On a tous été mis en garde à vue. Et oui, ça a fait un incident diplomatique parce que on faisait rien, nous, d'illégal. On faisait que filmer les manifestants. Et donc, on a été relâchés 24 heures plus tard, mais avec l'interdiction de s'approcher des sites d'exploitation de charbon. Donc, il y avait quand même derrière une intention de nous empêcher un peu de mener l'enquête à bout. Mais même la presse australienne vous a défendu. Ouais, bien sûr, il y a eu des débats au Parlement, il y a eu beaucoup effectivement de médias qui se sont offusqués que des journalistes soient arrêtés. Après, j'ai jamais été très inquiet pendant le moment où Bien on sûr. était dans la prison, parce que je savais que l'Australie, ça reste quand même un pays démocratique où il y a des règles et Puis c'est petit. on savait. C'est pas un grand pays. Non, Je non, suis pas très bon en géo. il n'y a pas beaucoup d'habitants. Je Donc, confonds avec le Liechtenstein, peut-être, je ne sais pas. Alors, ça y est, tu es activiste, engagé, ça y est, tu es acquis à la cause animale. En 2018, tu fondes la Société de protection des Miss France et dans un programme de réintroduction, tu fais 2 enfants, Alexandra Rosenfeld. un enfant, mais bon, c'est déjà bien. Oui, mais tu vas en faire un deuxième. Ah, ok. Jim, tu sais pas, moi je l'ai eu, Alexandra, au téléphone. Ah, Je d'accord. Ah, tu m'annonces un truc, en fait. Oui, Ok. oui, Ah bah, oui, écoute, oui, je suis- elle est pleine. Le veto est passé, elle est Faire pleine. cette expression, putain. Pardon, Et Alexandra. après 9 mois de gestation, elle va véler. Je ne participerai pas à cette métaphore. Bah, tu as déjà participé. Tu l'as inséminé. Oh, je te laisse seul dans cette galère. En 2023, tu participes à un débat sur l'écologie avec Jordan Bardella et certains te traitent d'éco-fasciste. Tu leur réponds quoi? Je leur réponds que
il faut parler à tout le monde, que l'écologie, selon moi, doit pas appartenir à un camp politique. On peut défendre l'environnement et voter à droite, c'est possible, ça existe. Alors pour certains, ça paraît complètement invraisemblable. Il y a des gens qui estiment qu'on peut pas être écolo et être plutôt de droite. Moi, je pense que c'est possible, que ça existe et que l'écologie doit pouvoir être... Sensibilise tout le monde. Hitler adorait son chien. Hein. C'est souvent ce qu'on me Qui rétorque. s'appelait Blondie. C'est souvent la débilité qu'on me rétorque. Ah ouais, bah tu me traites de débile. Ouais, exactement. Eh ben moi, le roi de la répartie, je vais t'en balancer une, toi-même. Poum. Et tant pis pour la suite. Non mais moi je trouve ça dingue qu'on reproche à quelqu'un de débattre avec des gens qui ne partagent pas forcément ses idées. Le principe du débat, c'est justement de se confronter à des gens qui pensent pas pareil. Parce que si c'est débattre qu'avec des gens avec qui on est déjà d'accord, ça n'a strictement aucun intérêt. Hugo, le problème là, tu t'énerves, et quand tu t'énerves, tu as des flatulences, donc il faut savoir raison garder. Je vais respirer. Non, mais zen. après, ce qui est vrai aussi de l'autre côté, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde les programmes des partis politiques, effectivement, les partis de droite et d'extrême droite ne proposent rien ou quasiment rien sur l'environnement et proposent même parfois des choses qui vont à rebours de ce qu'il faut faire. En revanche, dans la population, je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça et qu'il y a des gens sur le terrain qui sont écolos au quotidien, qui défendent l'environnement à travers leur métier, à travers leur engagement dans des associations et qui sont pas forcément des gens qui votent à gauche. Donc il faut aussi s'adresser à tout le monde et la vraie victoire de l'écologie, ce sera le jour où tous les partis politiques, quels qu'ils soient, auront un vrai programme, une vraie proposition sur la question environnementale. Mais c'est que des promesses. Regarde Macron, il nomme Hulot. D'accord. Mais Édouard Philippe qui le court-circuite, donc Hulot n'a aucun pouvoir. Ah bah de toute façon le poste de ministre de l'écologie c'est probablement un des postes les plus difficiles à mener aujourd'hui en France puisque les vraies décisions se prennent à Matignon et à l'Élysée. Donc c'est sûr que c'est compliqué comme positionnement. Il y en a qui font ce qu'ils peuvent, qui essayent de pousser dans une bonne direction ou de peser sur certaines décisions, mais le final cut c'est pas eux qui l'ont. Donc, Alors j'ai lu quelque part que tu avais un ego surdimensionné. Qui dit ça et pourquoi ? Bah c'est Laurent Baffy. Hein, Non, je l'ai lu vraiment. Ouais, alors ce qui est marrant, est-ce que ça t'est revenu aux oreilles, ça ? Non, alors ce qui est marrant, c'est que ça a été écrit dans des articles. Ouais. Et c'est toujours selon Laurent Baffy. Selon une connaissance de Hugo, toujours. Selon un proche de Hugo, et en fait c'est jamais des gens, on sait jamais qui c'est. Donc moi je pense que c'est surtout des amis imaginaires des journalistes qui écrivent ces articles parce qu'il y a jamais personne qui est cité. Hugo, moi, je te connais pas bien. Ouais. Je regarde tes émissions à la télé, je suis assez fan puisque je décroche mon téléphone pour te féliciter. C'est vrai. Et je trouve que tu es d'utilité publique. Et j'ai pas le sentiment que tu as un ego surdimensionné. Non, j'ai pas l'impression. Après, voilà, on est dans des métiers... Il n'y a pas une ancienne Miss France qui veut te nuire ? Pose-toi les vraies questions. Non, mais je prétends pas du tout être parfait. Voilà, on a tous, quand on travaille, je pense, dans les médias ou à la télé, une forme d'ego par moment. Ça serait hypocrite de le nier, mais je pense pas que ça prenne le pas, en tout cas, sur le fond du travail et sur l'importance des sujets que je peux être amené à traiter. Oh, le boulard du mec, t'as bien. Bon, pour ceux qui s'intéressaient à l'homme, voilà, c'est fait. Maintenant, barrez-vous, on rentre dans le bois dur, on rentre dans le flippant. Cassez-vous, sauf si vous avez un moral d'acier. En France, il y a 850 millions d'animaux enfermés. Seuls 5% des animaux d'élevage vivent dans des conditions décentes. T'as des nouvelles de Baby qui était dans un cirque. Ouais. Alors, Baby, je veux pas te dire de conneries parce que Elle est dans un zoo en Tunisie. Elle est dans un zoo en Tunisie, ouais, c'est ça. Il y en a une autre qui est morte. Ouais, c'est ça. Non, parce que le dresseur en avait une autre qui elle est morte. Et effectivement, Baby, elle a été transférée dans un zoo. Ouais. C'était l'éléphante que l'association One Voice a beaucoup suivi, qui était enfermée dans un camion. Et on voyait ces images où elle sortait à peine sa trompe. Et c'était assez déchirant. Mais de toute façon, ça appartient, j'ai envie de dire, maintenant au passé en France, les animaux de cirque, puisqu'il y a la loi qui va entrer en application en 2026 et qui interdira les spectacles itinérants avec des animaux. Donc les cirques qui se déplacent avec des animaux partout en France, des animaux sauvages, évidemment, ce sera plus possible. Et ça, c'est une avancée qu'on a réussi à obtenir avec ce sera au monde circassien d'inventer autre chose, peut-être avec la 3D. Ça existe déjà. L'intelligence artificielle. L'un des plus beaux spectacles pour moi de cirque, enfin, en tout cas que j'ai vu, c'est le Cirque du Soleil. Bien sûr. Et il n'y a pas d'animaux. Très bien. Sauvages. Raconte-nous le suicide de Cathy. Le suicide de Cathy. Alors Cathy, c'est une femelle dauphin qui incarnait... On dit pas une dauphine. Je crois pas. Je crois qu'on dit une femelle dauphin. Pour les pommes, on dit. Mais si...
Mais si tu veux, on peut dire dauphine, hein, on est dans ton podcast. Non, donc ça on me fait ce qu'on rappelle veut. la voiture de mes parents il y a longtemps. Non, mais c'est donc une dauphine qui, en tout cas, incarnait Flipper. Et donc, ouais, Cathy, c'est ce que raconte son dresseur, Rico Barry, qui était le dresseur de Flipper, et qui raconte qu'en fait, après un entraînement, elle s'est volontairement laissée couler au fond du bassin, qu'elle a arrêté de respirer, parce qu'il faut savoir que les dauphins n'ont pas une respiration réflexe, contrairement à nous. Si je te mets la tête sous l'eau, même si tu décides de pas respirer, au bout d'un moment, tu vas quand même avoir le réflexe de le faire. Ça donne une seule raison. Oh, je sais pas, peut-être pour la manière dont se passe l'interview depuis le début, parce que ça me donne des idées, quoi, tu vois, voilà. mais donc tu vas forcément à un moment essayer de respirer. Les dauphins, eux, quand ils décident d'arrêter de respirer, ils arrêtent de respirer, même si ça les mène à l'asphyxie. Et donc c'est pour ça que Rico Barry contrôler leur évent. Exactement, même si ça les mène à la mort. Et donc Rico Barry, le dresseur de Cathy, puisque c'est pas moi qui raconte ça, c'est lui, explique que selon lui, elle s'est suicidée à cause des conditions de captivité. Il y a une sorte d'adieu, elle l'a regardé. Elle l'a regardé, elle est venue se poser dans ses bras, elle l'a regardé, elle s'est laissée couler, elle a arrêté de respirer. Et lui, il interprète ça, après on peut en débattre, hein, mais lui, il interprète ça comme un suicide parce que les conditions de détention de ces dauphins étaient évidemment pas du tout adaptées à leurs besoins naturels. On va parler des îles Féroé où chaque année il y a un massacre de globicéphales. Ce sont des gros dauphins super attachants, les globicéphales. Les bateaux, quand ils voient un banc de globicéphales, ça peut être 200, 300 individus, Ouais. et ils les rabattent dans une crique. Ouais. Et là, quand les mecs ont pied, ils ont des crochets qui plantent dans les évents des globicéphales. Ils pleurent comme des bébés. Ouais. La mer est rouge, sang, et toi, tu as assisté à ça. Ouais, j'ai assisté à ça, c'était il y a 2 ans, il y a 3 ans même, aux îles Féroé. Le jour où j'y étais, ils ont massacré à peu près 200 dauphins globicéphales. C'est au Danemark Les îles Féroé, c'est un territoire autonome, mais qui appartient au Danemark, ouais. Et ils massacrent tout le monde, hein, les bébés, les femelles gestantes, il n'y a aucune pitié. Et c'est effectivement horrible parce que ces dauphins, tu les entends gémir, tu les entends qui pleurer, ouais, c'est vraiment ça, c'est des bébés qui pleurent et qui se font découper la tête vivants devant leurs congénères, quoi. Et donc il y a les bébés qui attendent d'être massacrés en voyant leurs parents se faire massacrer. Enfin, c'est un truc vraiment abominable. C'est franchement le truc qui m'a le plus choqué depuis que je suis journaliste. Évidemment, si on met de côté les attentats et les fois où il y a des morts humaines, mais c'était un reportage qui était très difficile à faire et surtout ce qui est dingue, c'est qu'ils ne les mangent pas. C'est qu'ils en mangent une petite partie, mais c'est une viande qui est tellement contaminée, notamment au mercure, que les médecins déconseillent de la consommer. Et donc, en fait, ils jettent une grande partie des carcasses. Donc, c'est vraiment une chasse de pure tradition, comme ils disent, pour maintenir une tradition qui n'est plus du tout justifiée aujourd'hui. C'est un beau passe-partout pour justifier les massacres, la fibulation, Ouais. Et ce qui est terrible, c'est que les dauphins globicéphales, en anglais, on les appelle les pilot whales, les baleines pilotes, parce qu'ils aiment bien suivre les bateaux. En fait, ils jouent avec les bateaux, ils suivent les bateaux, et en fait, les chasseurs exploitent la confiance que ces animaux ont dans l'homme pour les massacrer, quoi. Donc c'est vraiment une trahison absolument abjecte, et le Danemark continue aujourd'hui de protéger cette tradition-là parce qu'il y a quelques années, les équipes de Sea Shepherd avaient réussi à intervenir, à empêcher la chasse, à permettre aux dauphins de s'échapper vers le large, et au bout d'un moment, le Danemark a décidé d'envoyer carrément sa marine militaire contre les militants de Sea Shepherd pour les empêcher d'interrompre la chasse. Donc il y a une volonté du Danemark de protéger ces massacres-là. Sea Shepherd, créé par Paul Watson. Ouais. Tu as contribué à sa libération, peut-être plus que Francis Lalanne. Je sais pas, j'ai contribué comme tout le monde, tous les gens qui se sont mobilisés. Non, toi plus que d'autres. Et tu m'as fait l'amitié de m'inviter Place de la République pour célébrer sa libération. Ouais. Et je me suis dit que le monde n'allait pas bien parce que on met les héros en prison. Ce type est un héros, il consacre sa vie à la sauvegarde des baleines. Ouais. Et on le fout en tôle parce que les Japonais ne peuvent pas renoncer à la viande de baleine ou de dauphin. C'est des gros consommateurs de tout ce qui provient de la mer. Mais même pas, c'est ça le pire en fait. C'est que quand on regarde la proportion de viande de baleine consommée par les Japonais, c'est complètement anecdotique par rapport aux autres types de viande. Mais c'est la tradition. Mais c'est une volonté du gouvernement d'inciter les Japonais à continuer à manger de la baleine pour maintenir une tradition. Ils en font un peu un symbole nationaliste, en gros pour dire aux autres pays, allez vous faire foutre, on fait ce qu'on veut avec les baleines, quoi. C'est vraiment juste ça, c'est même pas un vrai phénomène de fond, de consommation, de demande. Et surtout, ce qu'il faut rappeler, et je rejoins ce que tu dis, on met les héros en prison, Paul Watson, et on laisse les États voyous agir librement, parce que c'est ça l'histoire de la chasse à la baleine au Japon, c'est que cette chasse, elle est interdite au niveau international depuis 1987, dans le monde entier. Il n'y a que 3 pays qui respectent
pas la loi, le Japon, l'Islande et la Norvège. Et Paul, avec les équipes de Sea Shepherd, ils ont essayé de faire respecter la loi tout simplement. Et donc on l'a mis en prison pour avoir fait respecter une loi que le Japon ne respecte pas. C'est quand même hallucinant et c'est un renversement de situation dingue. Il prend des risques physiques aussi, Paul. Hein, pas... bah ouais. Ils en ont pris des sacrés risques physiques parce qu'ils mettaient la méthode de Paul Watson. Ils s'interposaient. Voilà, c'est de se mettre physiquement entre les chasseurs qui tirent avec des harpons explosifs et les baleines. Et il y a beaucoup de fois où les harpons sont passés juste à côté d'eux, où leurs bateaux ont été percutés par les chasseurs japonais. Donc ouais, ils auraient pu y laisser la vie plusieurs fois. Il y a des choses insupportables à lire dans tous ces articles. J'ai lu que les Japonais avaient des baleiniers flambant neufs. Ouais, ils en ont inauguré un nouveau qui s'appelle le Kangeimaru, qui est un bateau énorme, bourré de technologie avec des radars pour localiser plus facilement les baleines. Donc, ils investissent des millions et des millions de dollars pour être toujours plus performants à tuer ces animaux qui sont des animaux absolument magnifiques, fascinants, d'une intelligence remarquable et d'une sensibilité qui est maintenant reconnue par tout le monde. Et une baleine, quand elle meurt, elle tombe au fond de l'océan et ça devient un réservoir de vie, ça devient un îlot de vie. Ouais, c'est un animal qui joue un rôle primordial dans les océans, déjà en termes de captage de carbone, parce que les baleines permettent de capter à travers le plancton beaucoup de carbone, et puis elles jouent un rôle aussi de régulation de tout un tas d'espèces. Enfin, c'est des animaux qui sont essentiels à l'écosystème, et au-delà de ça, au-delà de leur rôle, parce qu'on a toujours une approche, on se dit toujours à quoi servent les animaux. Il faut qu'ils aient un... Qui dit ça ? Beaucoup de gens ont une approche comme ça, par exemple. Quand on défend le loup, on va souvent mettre en avant l'argument il est utile parce qu'il régule les cervidés. Quand on défend le renard, on va dire il est utile parce qu'il régule les petits rongeurs dans les champs. La chaîne, la baleine, elle est utile parce qu'elle permet de capter du carbone. Mais en fait, au-delà de cette question qui est un vrai argument, il y a aussi simplement... il faut les respecter parce que ce sont des êtres sensibles, intelligents, qui ne méritent pas de se faire massacrer gratuitement. Il y a aussi juste ça, leur droit de vivre en fait, au-delà de l'utilité qu'on peut en avoir. Dans le programme de réintroduction des ours dans les Pyrénées, j'étais parrain d'une ours qui s'appelait Franchka. J'étais coparrain avec Véronique Sanson. Et la Franchka, c'était une skinhead. Elle a égorgé 200 brebis. Elle nous a pas rendu la tâche facile. Ouais, bah oui. Et elle finalement s'est fait écraser par une bagnole et on a fait une putain de fête. Non, c'est pas vrai, on était tristes. Ouais, mais je peux comprendre les éleveurs qui ont peur, qui peuvent pas surveiller les loups en permanence. Non, mais alors déjà, on entend toujours dans les médias un seul discours d'éleveurs, qui est le discours du syndicat majoritaire, la FNSEA, qui dit en gros, c'est terrible, les loups, ils massacrent nos animaux. Il y a aussi d'autres éleveurs qui tiennent pas du tout ce discours-là, qui expliquent qu'on peut cohabiter avec les loups. Il y a des moyens de protéger son troupeau, il y a les chiens de protection, les femmes de patou, il y a les clôtures électriques, il y a des moyens qui sont mis, notamment des moyens publics. Des maires grands qu'on disperse dans les EHPAD pour attirer les loups. Des ministres, des députés qu'on met en ligne. Comme ça. Mais non, il y a des moyens qui sont mis pour aider les éleveurs à protéger leur troupeau. Et puis, ça pose aussi une autre question qui est quelle place on accepte de laisser aux sauvages ? Oui, les loups et les ours sont des prédateurs qui, s'ils tombent sur un animal domestique facile à prédater, vont le tuer. Mais il faut aussi regarder le nombre d'animaux d'élevage qu'on met dans les zones sauvages. C'est aussi ça la question de fond. Est-ce qu'on a besoin d'élever autant d'animaux, d'en mettre autant dans des zones sauvages, ou est-ce qu'on pourrait laisser un tout petit peu plus de place à la nature sauvage en protégeant les troupeaux de la manière la plus efficace possible ? Restons dans les mammifères marins. Le vaquita, c'est un petit marsouin du Pacifique, très mignon, qui ressemble à un panda, parce qu'il a un peu les yeux noirs. Il en reste à peine une douzaine dans l'océan de Cortez, la mer de Cortez. La mer de Cortez, ouais. Et c'est devenu le symbole de ta chaîne. Ouais. Tu l'as appelé On l'a appelé Vaquita, ouais, exactement. Et je pense qu'il va disparaître très très vite, parce que pour pérenniser une espèce, il faut au moins 200-300 spécimens. Sinon, la consanguinité fait que, voilà. Là, une dizaine, c'est foutu. C'est mal barré. C'est mal barré. J'ai pas envie de dire que c'est foutu parce que ça fait quand même plusieurs années qu'il résiste un peu contre tous les pronostics. C'est pas Jean Moulin non plus, tu vois, ça finit mal à la fin. Mais effectivement, la probabilité que cette espèce survive est assez faible. Après, on a choisi ce nom-là parce que justement, il représente une forme de résistance et d'espoir malgré une situation qui est très mal engagée, quoi.
Question de naïf, hein, Ouais. de béotien qui n'y connaît rien. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un programme de capture Ça a été fait. pour prendre leur sperme, faire une spermothèque? Ça a été. Non mais alors ça a été fait. Ils ont Je suis essayé pas de. si con. Ah non, t'es pas si con, hein, tu vois. En arrivant, je me disais putain, ça va être long et en fait non, c'est intéressant. Non mais ils en ont capturé quelques-uns. Ils les ont mis en captivité pour essayer de les faire se reproduire et de se dire on va relâcher les petits bébés vaquita pour repeupler. Et en fait, c'est des animaux qui supportent pas la captivité. Ils meurent au bout de quelques mois en fait. Voilà. Donc ils ne supportent pas d'être Comme le enfermés. quetzal, l'oiseau symbolique du Costa Rica. Ah Si ouais on le met en cage, il meurt immédiatement. Eh ben c'est Je pareil. t'aurais appris un truc. Exactement. Sur la Mais il y a biologie. des animaux comme ça qui ne supportent pas la captivité. Les vaquitas en font Le partie. Redouane Faïd. Il veut s'évader tout le temps. Les tortues, alors ça les gens ne le savent pas, une tortue, même dans un enclos magnifique, avec tout ce qu'il faut, de la nourriture à volonté, des cachettes, elle va toujours essayer de se barrer. Ça dépend des Toujours. tortues, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tortues d'Hermann chez eux, ce qui est interdit. Ouais. Et Elle les va essayer de se barrer. les tortues des Galapagos se reproduisent dans Ouais. les eaux. Ah non, mais elle ne partout. meurt pas en captivité, mais elle va essayer systématiquement de Enfin, se ça barrer. va, la tortue, j'ai pas vu une tortue avec le plan du zoo tatoué sur la carapace. Eh ben, non tu plus. vas. Alors, nous, on est allé dans un refuge de tortues. Ouais. Dans Nous, un toujours refuge de- plus fort que les autres. Exactement. Nous. On est allé Connard. on est allé dans un refuge de tortues qui recueille toutes les tortues que les gens abandonnent parce que quand les gens prennent des tortues, ils oublient un petit truc, c'est que souvent elles vivent 50, 60, 200. 70, parfois plus. Donc ils se retrouvent au bout de 20 ans avec une tortue, ils savent plus quoi en foutre, donc ils l'abandonnent. Le problème, c'est que quand on abandonne des tortues dans la nature, il y Surtout a les certaines tortues de espèces- Floride. Exactement, les tortues de Floride qui sont invasives, qui détruisent les cours d'eau. Donc ce Ils refuge mangent les œufs où il n'y a plus de poissons. ils mangent Ce les sont œufs, des qui détruisent carnivores. d'autres tortues indigènes. La cistude, il n'y en a plus. Exactement, Sud d'Europe. Putain, il est bon, hein. Il est bon, Bafi, hein. Il est cultivé quand même, hein. C'est Je dingue. suis surtout passionné par la zone. Non, mais c'est vrai, non, mais ça se voit que tu connais plein de trucs. Et donc, pourquoi je disais ça? Putain, arrête de m'interrompre, c'est insupportable. Ben là, c'est toi qui viens de m'interrompre. Ah oui, c'est vrai. Donc, qu'est-ce que je disais? Non, voilà, ce refuge de tortues, et ben, le mec c'est un refuge magnifique avec des enclos de dingue, et le mec nous dit, elles essayent, quoi qu'il arrive, de se barrer. Quoi qu'il arrive. Ok. Une tortue, Alors- elle veut absolument plus que tout sa liberté. Elle préfère aller dans un endroit où il y a J'ai moins à compris, bouffer. On a compris. Bon, ok. On Ouais, va tu pas couperas, passer la tu nuit sur couperas. les tortues. Tu nous couperas. pètes les couilles avec Mais tes les dauphins, tortues. c'est pareil. Hein. Cathy qui s'est suicidée, Oui. les dauphins, ils parcourent des centaines de kilomètres par semaine dans l'océan. Tu les mets dans une piscine en béton avec, Les pauvres. avec des gens autour qui applaudissent. Bah, ils sont complètement déprimés. Les tortues marines qui se reproduisent, il y a à peu près un bébé sur 100 qui arrive à devenir adulte. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'on prenne pas les bébés dans les fermes d'élevage et qu'on les mette pas dans la mer directement. Parce que quand les œufs éclosent, il y a les frégates, il y a les oiseaux, les palmipèdes, il y a même les petits crabes fantômes. On dit, oh, c'est un petit crabe, c'est pas très gros le crabe fantôme. Mais ben, il chope un tortue qui est 4 fois un bébé. Ah ouais, mais ça, c'est la nature. Oui, mais moi, je n'ai pas de charge affective sur le crabe fantôme où il y en a plein. Les frégates, si elles loupent un bébé tortue, elles vont choper un poiscaille. Je trouve qu'il faudrait un accompagnement scolaire avec un encadrement. un Des gilets encadrement. fluorescents. Des gilets Ouais. et quelqu'un qui les fasse traverser jusqu'à la mer. Ouais, Voilà ouais. ce que je pense. Bah écoute, il y a peut-être un job à trouver pour toi. Hein. Je pense qu'il faut parfois savoir faire des entorses et ne pas laisser faire des choses en disant c'est la nature. Ah non, mais bien sûr. Non, bien sûr. Après, sur le cas des tortues marines, tu penses bien que c'est difficilement faisable déjà de localiser tous les nids. Alors, déjà, Non, je te parle dans les fermes d'élevage ou les choses Ouais. qui sont surveillées. Non, mais moi, hein. déjà, avant de les escorter jusqu'à la mer, on pourrait peut-être déjà arrêter de les buter. Ça serait une première étape Et de voler intéressante. les œufs. Ce qui est le cas à Mayotte, par exemple. Ouais. À Mayotte, où Sea Shepherd France fait un super boulot pour empêcher les braconniers de tuer les tortues, il y a des centaines de tortues qui sont massacrées sur les plages quand elles viennent pondre pour revendre la viande de manière illégale. Et Donc quand déjà- elles arrivent à pondre, les œufs se vendent une fortune. Ouais, complètement. Et les braconniers les volent. Donc déjà, protégeons les nids contre l'homme, et après, on verra s'il faut une assistance supplémentaire contre les crabes. Mais Toto Abbas. Ouais. C'est un poisson qui Ouais. vit dans le golfe du Mexique. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, un jour, il faudra qu'on sache le nombre de milliards de morts dont est responsable la pharmacopée chinoise qui aime la corne de rhinocéros, le foie, Ah oui, c'est le une foie du catastrophe. tigre, c'est une catastrophe. Il y a Et c'est une toujours demande. pour bander, tu remarques? Oui, toujours pour bander. C'est toujours parce qu'on dit aux mecs, ça les fait bander. Ça, Ouais, on ouais. en revient toujours à ça. Toujours à ça. Moi, je bande plus, mais je respecte la nature. Ouais. Au moins, tu bouffes pas de corne de rhinocéros. Non, c'est vrai que c'est aphrodisiaque si on se la met dans le cul. Mais pas si on la mange en poudre.
Du coup, ça coûte cher. Parce que si t'as besoin de Tu la te corne rends en compte? entier. Non, mais est-ce que tu imagines qu'il y a des gens qui ont été à Thoiry pour buter le rhinocéros, lui voler la corne, Ouais. à Thoiry, Ouais. à 40 bandes de Ouais, Paris? non, mais c'est fou. C'est fou. Mais c'était- parce que ça rapporte un pognon de dingue. Oui, parce qu'il y avait des commanditaires chinois qui avaient... La vessie de Totoaba, franchement, une vessie de poisson, il y a quand même plus Alors, sexy. C'est un Et- poisson, son prix peut atteindre 50 000 $ le kilo, et là-bas, les braconniers appellent ça la cocaïne de la mer. Ouais, parce que c'est plus cher que la cocaïne. Donc les cartels qui font du trafic de coke, notamment le cartel de Sinaloa, qui est un des plus connus du Mexique, s'est mis sur le trafic de Totoaba parce que ça rapporte autant d'argent et c'est beaucoup moins risqué. C'est-à-dire que tu risques moins de prison, moins de te faire buter, etc. Donc ils se sont mis à faire du braconnage de vessie de Totoaba pour l'envoyer en Chine sous forme séchée, quoi. Enfin, on est vraiment dans un truc complètement lunaire, et donc pour ça ils foutent des filets partout. Donc ils pêchent notamment des Totoaba, mais qui sont en voie d'extinction, hein. Mais pas que, ils pêchent aussi des requins marteaux, des vaquitas. C'est ça qui est en train de tuer les vaquitas, c'est la pêche illégale au Totoaba. Requins marteaux qui sont protégés. Qui sont protégés, Personnellement, évidemment. je n'ai jamais compris l'intérêt du requin marteau tant qu'il n'y a pas de poisson clou. Bon, enfin, ça, c'est une réflexion. C'est vrai. J'y avais jamais pensé. T'as pensé à t'engager en tant que biologiste dans des missions comme ça pour leur suggérer des idées, parce que ils ont peut-être pas tout ça, hein. À l'entretien d'embauche, j'ai dit ça, ils m'ont dit non. Ah, ouais. Ils m'ont regardé bizarrement, mais ils ont appelé des infirmiers. Et ça va mieux, tu prends ton traitement du coup? Oui. Ok, super. Alors, il y a des choses aussi incompréhensibles. Ça fait des décennies maintenant qu'on connaît les ravages des chalutiers. Il n'y a plus de poissons, il faut foutre la paix aux poissons. On devrait mettre en jachère certaines espèces. On ne le fait pas, ou peu. Et les chalutiers, alors, ils mettent des filets qui raclent les fonds, qui détruisent tout, et qui prennent tout et qui rejettent les poissons dont ils ne veulent pas, qui sont mourants, agonisants ou morts. Et par exemple, pour pêcher 5 kilos de crevettes, il y a 95% de kilos de poissons morts ou à rejeter. Donc, il y a Ouais, pour 5 kilos de crevettes, il y a 95 kilos d'autres animaux qui sont morts pour rien. Qui sont morts pour rien. Ça racle les fonds, ça détruit tout. Ouais. On le sait. Non seulement on a toujours des chalutiers en France, mais on accepte des chalutiers étrangers qui viennent pêcher dans nos océans. Bien sûr. À quel moment on va avoir un ministre responsable qui va dire tu vois, quand il y a eu le Covid, Macron a lancé le quoi qu'il en coûte. Pourquoi on lance pas le quoi qu'il en coûte pour dédommager les pêcheurs, leur manque à gagner, pour foutre la paix aux poissons? Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, pour réduire ces méthodes de pêche qui sont destructrices, il peut y avoir tout à fait de la place pour les pêcheurs artisans, avec des méthodes qui détruisent pas tous les fonds marins et qui on peut déciment prendre pas toutes les espèces. du bardeline, comme disait Palmade. Exact. Non mais putain. Les conseils de Pierre Palmade. C'est pas lui qui a dit ça? Non, c'était pas lui. Bon, c'était pas cette ligne-là. Donc, oui, comme dirait Laurent Baffy, on peut prendre du bar de ligne. Non, mais c'est vrai, quand vous allez chez le poissonnier ou au marché, il faut regarder la méthode de pêche. C'est obligatoire d'indiquer la méthode de pêche. Alors, surtout la méthode de pêche. C'est indiqué. Si c'est pas indiqué, c'est illégal et votre poissonnier doit pouvoir vous répondre. Si c'est écrit chalut, faut éviter. Non, faut répondre. Oui, faut éviter. Quand quelqu'un te dit bonjour, tu réponds. Ouais, si c'est écrit salut, vous répondez parce que vous êtes quelqu'un. Non, chalut, voilà. Et chalut, vous évitez. Moi, j'étais assez content de cette vanne. Ouais, je la trouve très mal payée dans l'interview. Ouais. On se la refait un coup pour la valoriser. Chalut. Chalut, Laurent, chalut. On essaye avec un juif. Roman, shalom. Voilà, ça marche. Ouais. Ok. Combien de temps tu crois que tu vas tenir avec ce podcast avant de te faire supprimer de toutes les plateformes? Je sais pas. Pour l'instant, personne n'écoute parce que. Ok. Voilà. Bon, c'est pour ça que ça passe. Pour l'instant, on n'a que des baltringues qui acceptent de venir. Bah oui, il y a que des cons parce que franchement, venir pour faire que des blagues ultra touchy où tu risques de te prendre une polémique toutes les 10 secondes. Chalut. Chalut, Laurent. Je t'aurai allusion. Chalut. Ouais. Alors. Donc bref, acheter du poisson, pêcher à la ligne. Voilà, oui, pas que. Ou au casier. Non, oh putain, un poisson qui a un casier, moi j'aurais pas confiance. En fait, il faut Qu'est-ce qu'il a fait avant, le poisson qui a un casier? Il faut choisir. Il a des attouchements aux alevins. Wow. Et tu cautionnes ça. Et quand l'alevin est tiré, il faut porter plainte. On a perdu Hugo. Oh, putain. Donc, qu'est-ce que je disais? Comment tu veux être sérieux 2 secondes? C'est impossible. On dit des choses bien, mais il faut faire un peu marrer les gens pour qu'ils tiennent jusqu'au bout. C'est ça.
Exactement. Parce que sinon, les Sinon, gens vont c'est se chiant. suicider. Ouais, non, je suis d'accord. Non, c'est pas chiant, c'est Non, mais passionnant. t'as dit que les mais gens désespérant. un peu déprimés, ils pouvaient partir. Donc là, on est qu'avec des gens sérieux. Oui, Là. mais les sadomaso, ils sont restés. Ah, donc bref, il faut choisir des poissons ou des crustacés qui sont pêchés avec ce qu'on appelle des arts dormants. Donc qui sont pas des choses qui bougent dans l'eau comme les chaluts, mais qui sont plutôt Chalut des casiers, des lignes, des pièges, Des palangres. des palangres, Palangres. des palangres, donc des lignes de lignes, des lignes avec plusieurs hameçons. Ça permet d'avoir des modes de pêche qui sont plus sélectifs, qui capturent pas des centaines de milliers d'animaux pour rien et qui vont pas endommager les fonds marins. Question. Vas-y. Si on fait une lettre ouverte à un ministre pour demander la suppression des chaluts, quitte à indemniser les pêcheurs qui ont des vies de merde et qui prennent des risques, à qui il faut demander ça? Ah bah, tu peux demander déjà à l'Union européenne, parce que la politique de la pêche, elle est commune, c'est comme l'agriculture, elle est commune à l'Union européenne. Il n'y a pas un pays qui peut prendre une décision C'est des décisions qui sans que tout le monde s'aligne. Ah ben non, c'est des décisions qui sont prises au niveau européen pour le coup. Parce que dans nos eaux territoriales, on a des chalutiers industriels hollandais qui viennent, qui prennent notre poisson, qui repartent. Les Japonais vont partout dans le monde. Alors oui, heureusement les Japonais ils n'ont pas le droit de pêcher dans les eaux européennes, mais... Non, mais aux Antilles, mais ils oui, y oui, vont, c'est la France, hein, monsieur. Hein. Bah, ils ont, c'est en peut-être théorie, pas votre France, en théorie, mais... ils n'ont pas le droit d'être dans la zone économique exclusive. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'ils le font pas, mais ils n'ont pas le droit. Alors que les chalutiers hollandais ont le droit de venir ratisser les eaux françaises et de repartir avec du poisson qui ne sera jamais en France, qui ne sera pas vendu en France, pas transformé en France, qui partira alimenter le marché international. Et ça, c'est légal parce que c'est la politique commune de la pêche. Hugo, reste concentré. Ouais. Ok, faut regarder sur l'étal des poissonniers la technique de pêche. Chalut. Chalut. Mais il faut aussi avoir conscience des espèces qui sont au bord de l'extinction et savoir, comme par exemple la morue, lui foutre un peu la paix. Ouais. Morue ou cabillaud. Hein, c'est le même poisson. Oui, mais parce que souvent les gens mangent du cabillaud sans savoir que c'est de la morue. Et oui, et inversement. Et c'est mon poisson préféré. Et la sole, il n'y en a plus. Ouais. Et dans les grands restaurants, c'est vraiment la vedette, la star. Donc, toi qui connais un petit peu les stocks, qu'est-ce que tu conseillerais comme poissons sur lesquels se rabattre sans tomber dans les poissons d'élevage, des saumons d'élevage qui sont pleins de poux et d'antibiotiques et qui c'est un problème sanitaire et qui sont hyper polluants? Ouais. Qui sont hyper polluants parce qu'ils sont nourris notamment avec de la farine de poisson. Donc il faut pêcher beaucoup de poissons pour faire de la farine, pour ensuite nourrir des saumons. Donc c'est une perte et un gaspillage de ressources énorme. Les thons, il faut éviter parce qu'ils sont aussi engraissés avec des farines de poisson. Les animaux qui sont au haut de la chaîne alimentaire sont pleins de métaux lourds. Oui. Donc les thons, les espadons, il faut vraiment plus en manger. Ouais, disons que en fait, vraiment le triptyque à éviter, c'est saumon, thon, crevettes. Ça déjà. Ça veut dire quoi, triptyque? Triptyque, tu demanderas, tu demanderas à ton équipe, ils t'expliqueront. Toi, t'as un triptyque, toi. Ouais, voilà, je suis un chic type. Ouais, je confonds, pardon. Non, mais trois trucs à éviter, saumon, thon, crevettes. Après, quelles crevettes? Les petites crevettes grises, on peut. Globalement, il y a quelques types de crevettes qui peuvent être choisis, mais c'est très dur d'en trouver parce que les crevettes d'élevage, c'est une catastrophe environnementale. Les crevettes sauvages, on en a parlé, c'est un chalutage qui génère énormément de gaspillage. Chalut. Ouais, donc on faut se tourner vers par exemple les barres de ligne qui sont pêchées avec des méthodes. Alors évidemment, c'est un peu plus cher, ça veut dire en manger moins. Très cher. Oui, mais alors très cher. Pas forcément. C'est 35 € le kilo. Oui, le bar de ligne, c'est 35 € le kilo. Le bar pêché au chalut, ça va être 32 € le kilo. Et le bar tabac, c'est 12 € le paquet de clopes. Donc, il y a 3 €. Il y a 3 €. Oh, il va y avoir de la vanne dans cette émission. Il y a 3 € de différence sur un bar pêché à la ligne ou un bar pêché au chalut. Il faut faire attention parce que près de l'arrêt, le bar tabac. Ouais. Cette vanne, je l'ai faite en soufflerie. Okay. J'ai mis 2 mois à la faire et elle fait marrer personne. Ouais. Donc je vais la retirer de ma carrière. Ouais, non, c'est pas. Bah ouais, parce que j'ai pas le twist là. Non. Il y a bon, bref. 1000 milliards de poissons qui sont pêchés pour rien la plupart du temps. Chaque année, 1000 milliards de tonnes. De poissons. En fait, ça parle. Ouais, c'est difficile de se représenter ce que c'est parce que c'est tellement énorme. Il faut se dire que selon le WWF, c'est à peu près 40% de tous les poissons pêchés qui ne sont pas consommés par l'homme. Ça veut dire que 40% de tout ce qu'on tue dans la mer
est soit rejeté à la mer, soit transformé pour d'autres usages, mais pas pour l'alimentation. Donc, il y a 40% de gaspillage, quoi. Tu m'étonnes que les mouettes, elles suivent les chaluts. Ah bah oui. Et d'ailleurs, elles se font, enfin les oiseaux, les mouettes et d'autres oiseaux marins se font piéger dans certains engins de pêche, notamment les chaluts, en essayant d'aller récupérer les poissons. Là, ça devient lourd. Hein. Ouais. Il faut que vous m'empêchiez de faire cette vanne-là. Je m'auto-soule. Ouais. Écoute, tu crois qu'il y a encore des gens là qui nous écoutent ou Non. Non. Arrivé à cette durée de podcast là. Pour en finir avec les poissons, dans le monde, il y a 10 humains qui se font tuer par les requins dans le monde. Chaque année dans le monde, par an. Et il y a 100 millions de requins qui sont exterminés par des hommes. Ouais. Alors les Japonais, toujours nos amis japonais, qu'est-ce qu'ils font? Ils pêchent des requins, ils coupent l'aileron, ils le laissent agoniser. Plutôt les Chinois pour le coup. Oui. Ouais. Les Chinois. Ouais. Les fameux Chinois responsables à la pharmacopée chinoise. Les soupes d'aileron, c'est vraiment une spécialité entre guillemets chinoise. On abandonne les poissons. Chaque jour en France, il y a 3 millions d'animaux qui sont abattus dans les élevages. Et quand tu as visité avec L214 un élevage de truies, et là je ne parle pas de ta maman, Roman, on n'est pas dans la famille du tout. Hein. T'es bien payé ou pas? Ouais. Ah ouais, il est mieux payé que moi. Roman. Ah ouais, bon bah ça va alors parce que... Et en plus il veut pas saquer sa mère, donc tu vois. C'est lui qui l'appelle la grosse truie violette, donc pour te dire. Oh, putain. Et donc, quand tu as visité cet élevage, tu as croisé le regard d'une truie qui fait je sais pas combien de portées par an, qui peut pas se retourner dans sa cage. Ouais. Et on a un tronc commun avec les cochons. On a 96% de Ah ouais, on a de beaucoup d'ADN en commun. à telle enseigne qu'on peut presque se greffer des organes. Et tu as croisé le regard d'une truie, tu as senti la tristesse, la souffrance, ça t'a bouleversé. Ouais, parce que les cochons, ils ont un œil assez humain en fait quand tu les regardes vraiment droit dans les yeux. Et cette truie qui est enfermée dans une cage qui lui enserre le corps, donc le seul mouvement qu'elle peut faire, c'est se lever, se coucher. Elle peut même pas se retourner pour se gratter, quoi. Donc c'est vraiment un enfermement très strict. Bah tu vois le désespoir, quoi, dans les yeux de ces animaux. Et c'est pas étonnant parce que c'est des animaux extrêmement intelligents. Un cochon, si tu l'élèves comme un chien, il se comporte comme un chien. Il répond à son nom. Il se met sur les. Il est en train de me montrer, Roman. Il se met sur, du coup j'ose pas continuer cette phrase, il se met sur le dos pour avoir des gratouilles. Enfin, voilà, les cochons c'est des animaux extrêmement putain, il est en train de le gratter, j'en peux plus. Ah, du coup je fais des bruits de cochon, quoi. T'as vu, il a un groin de beauté. Salut. Oh putain, quelle heure il est? Il reste combien de temps? Il reste 2 heures. Ok, putain, bon. Alors, parlons des élevages intensifs de poulets. Il y a à peu près 22 poulets au mètre carré. Ils évoluent toute leur vie sans voir la lumière dans l'équivalent d'une feuille A4. Exactement. Attends, Touche pas. Non, je t'inquiète, je te l'ai. On va montrer aux téléspectateurs de cette vidéo. Voilà. C'est ça la surface moyenne par poulet dans un élevage intensif. Et ça, c'est la loi. C'est-à-dire que c'est pas. Il y en a qui ne respectent pas la loi. Voilà, c'est pas les pires, on va dire. Ils deviennent dépressifs, agressifs, ils se donnent des coups de bec entre eux parce qu'ils n'ont pas beaucoup de place. Ouais. Il y a le sol est jonché de cadavres, l'odeur est pestilentielle. En fait, c'est des races de poulets qui ont été sélectionnées au fil des générations pour grossir toujours plus vite, donc que ce soit de plus en plus rentable, quoi. Et donc, ils grossissent tellement vite que leurs pattes n'arrivent pas à suivre. Et donc, ils ont beaucoup de problèmes de boiterie. Certains poulets n'arrivent même plus à se mettre debout pour atteindre les mangeoires, donc ils meurent de faim, écrasés par les autres. Enfin, on est vraiment dans un truc de Frankenstein complètement horrible. Et ça, c'est quand j'entends des politiques dire que l'élevage intensif n'existe pas en France, on s'étrangle, quoi. On se dit que c'est des gens qui n'ont jamais été mettre un pied dans ces exploitations-là, parce que c'est la norme sur l'élevage de poulets. C'est pas l'exception. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. La majorité des poulets élevés et consommés en France sont des poulets qui viennent d'élevage intensif. C'est pas l'exception. Comment rendre les chaînes alimentaires, les chaînes de fast-food et autres, comment les rendre plus vertueuses? Parce que, tu vois, on nous abreuve, par exemple, dans les pubs. Ouais. Animaux élevés en France. Ça ne veut rien dire. C'est censé être un label de qualité qui ne veut absolument rien dire. On est abreuvé de faux labels comme ça de qualité. Ouais. Pourquoi ne pas... Parce que le responsable, celui qui a le final cut, le dernier mot, c'est le consommateur. Pourquoi les consommateurs manquent d'infos à ce point?
Je pense qu'il y a beaucoup de parce que ces informations-là ne sont pas vraiment diffusées. Toi et moi, on a l'impression que c'est évident, que tout le monde le sait, parce que on s'intéresse au sujet, qu'on suit les associations qui travaillent là-dessus. Mais le grand public qui s'intéresse pas particulièrement, quand tu regardes les médias mainstream, il n'y a pas beaucoup de reportages sur les élevages intensifs qui expliquent comment ils produisent vraiment la viande, etc. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sincèrement pas au courant de comment ça se passe. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont du mal à faire un lien d'empathie avec ces animaux, qui se disent bon bah ça a toujours été comme ça. Puis bon, est-ce qu'ils sont vraiment si malheureux que ça? On sait pas, une forme un peu de, tu sais, de déni aussi sur la manière dont ça se passe. Mais moi, avant d'être végétarien, et encore une fois, je suis pas en train d'inciter les gens à devenir végétariens, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on réduise la consommation. Mais avant de découvrir tout ça, j'étais. Il veut un mouchoir, tu as un mouchoir? Ouais. Il a besoin d'un mouchoir. T'as le nez qui coule? Non, j'ai les poils, j'ai les larmes. T'es en train de chialer, ouais. C'est émouvant. Avant de découvrir tout ça, franchement, c'est pas que j'aimais pas les animaux, c'est que je m'étais jamais vraiment posé la question de comment était élevée la viande que j'avais dans mon assiette, quoi. Donc il y a un enjeu d'information, il y a un enjeu de législation aussi. Il faut que les lois changent, notamment pour réduire les densités, pour accompagner les éleveurs vers des modes d'élevage plus responsables. Pour moi, c'est pas normal qu'un éleveur intensif aujourd'hui reçoive plus de subventions qu'un petit éleveur bio qui élève ses poulets en plein air, qui essaye de faire au mieux, parce que il faut aussi pas mettre tout le monde dans le même panier. Il y a plein d'éleveurs en France. Les poulets, on les met pas dans le même panier? Il y a plein d'éleveurs en France qui essayent de faire les choses bien et qui essayent de sortir du modèle dominant. Mais malheureusement, ils produisent une toute petite proportion de la viande qui est consommée aujourd'hui en France. T'imagines les gens qui vont faire plaisir à leurs gosses et qui prennent un menu enfant chez McDo, quand ils prennent des nuggets, ils ont l'impression d'offrir du poulet à leurs enfants et pas du cartilage broyé et moulé. Alors ça, je sais pas quelle est la réalité. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas ça? Non, c'est vraiment comme ça? C'est vraiment du cartilage, les nuggets? Je sais pas. C'est de la merde dont personne n'a voulu. Mais de toute manière, j'ai envie de te dire, même si c'est du filet qui vient d'élevage intensif, c'est de la merde. Enfin, je veux dire, c'est des animaux qui ont été malheureux toute leur vie. Quand je dis toute leur vie, on parle de 30 jours. 21 jours pour les poulets. Moins de 30 jours. C'est des animaux qui, quand tu vois les conditions dans lesquelles ils ont été élevés, ne peuvent pas produire une viande de qualité, ni d'un point de vue gustatif, ni d'un point de vue nutritionnel. Enfin, on peut pas manger cette souffrance-là sans conséquences derrière, quoi. Donc, la responsabilité, pour répondre à ta question, c'est que ces entreprises, si elles se souciaient vraiment du bien-être des animaux, elles arrêteraient de se fournir dans ces élevages-là. Et elles se fourniraient dans des élevages paysans, plein air, bio. Mais évidemment, ça serait pas le même prix. Et donc là, il faut que les consommateurs acceptent de payer un peu plus cher la viande en mangeant moins. Mais ce n'est pas que de l'acceptation, c'est aussi du pouvoir d'achat. Des gens qui sont payés au SMIC, qui ont 5 gosses, quand ils vont au supermarché, ils sont bien contents d'avoir des promos et d'acheter au moins cher parce qu'ils n'ont pas le choix. Oui, mais parce que... c'est une injustice sociale terrible. Tout à fait, mais parce que la viande est devenue un produit de consommation quotidienne, ce qu'elle n'a pas besoin d'être. On dit il faut de la viande pas chère parce qu'on achète... 40 kilos par personne, on en bouffe 89 kilos par an. 89, voilà, exactement. J'ai les chiffres ou pas? Exactement. Tu me respectes ou pas? Je te respecte complètement. Connard, Moi aussi, je t'aime, Laurent. Salut. Salut. Et donc, en mangeant de la viande tous les jours, en faisant un produit de consommation quotidienne, forcément, on a besoin qu'elle soit pas chère parce qu'on peut pas se permettre de mettre le prix qu'il faut pour qu'il y ait un élevage responsable derrière. Mais si on mangeait moins de viande, si on en mangeait 1 fois, 2 fois par semaine, et ça suffit largement d'un point de vue nutritionnel, il n'y a pas besoin d'en manger tous les jours, on pourrait se permettre de payer un peu plus cher le poulet, un peu plus cher... la viande de bœuf, etc. Et donc, on pourrait derrière aussi soutenir les éleveurs qui essayent de faire les choses bien. Pareil, il faut savoir ce qu'on veut. Pareil pour les maraîchers bio, pareil. Pareil pour les maraîchers bio, pareil pour... En fait, il y a quelques décennies, les consommateurs dépensaient proportionnellement à leur budget total beaucoup plus pour l'alimentation. Aujourd'hui, on dépense une toute petite partie de notre budget pour l'alimentation parce qu'on le dépense aussi pour d'autres postes qui étaient beaucoup moins importants. Il n'y avait pas de portable et d'abonnement de canal à l'époque. Le loisir, le numérique, les loyers qui ont beaucoup augmenté, et puis, etc. Ce qui a aggravé la paupérisation, ce sont les forfaits téléphones et les abonnements de télé. Oui. Ça, c'est un impact terrible, on n'en parle jamais. Ouais, parce que les gens, ils sont exclus socialement s'ils n'ont pas un portable ou s'ils n'ont pas des chaînes pour montrer des dessins animés à leurs gosses. Je vais te dire un truc, parce que
ce que tu dis, ça me parle vachement. C'est compliqué, nous, avec notre position, d'aller dire aux gens qui sont payés au SMIC, il faut consommer comme ça, il faut consommer comme ci. Il ne faut pas les culpabiliser. Voilà, exactement. Et puis même, je veux dire, on est mal placé pour parler parce que ni toi ni moi sommes au SMIC, on n'a pas à vivre avec ces budgets-là. Attends, tu sais combien je gagne par mois? Ouais, bah tu files tout à Roman, non, c'est ça? Non, mais c'est d'une indécence. Le premier truc que je fais quand je me lève, je prends mon blé, je le jette par la fenêtre. Ouais, mais c'est pas une image. Je fais vraiment ça. Et quand je vois ces gens se ruer dessus, j'ai de la peine pour eux. Ouais, quoi. c'est vrai. Et des gros billets. Hein. Donc nous, ce que j'essaye surtout de dire, c'est que il y a beaucoup de gens en France qui sont mal payés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont très correctement payés, qui gagnent très correctement leur vie. Il y a beaucoup de cadres en France. Voilà, il y a beaucoup de gens qui gagnent bien leur vie. On dit toujours les gens sont mal payés. Évidemment, beaucoup de gens sont mal payés, mais pas tous. Déjà, si ceux qui étaient bien payés, si les cadres, si les CSP+, si les Parisiens, enfin les gens qui ont les moyens, consommer de manière responsable, eux qui ont les moyens d'acheter de la viande de qualité, eux qui ont les moyens d'acheter des produits bio faits de manière responsable, si tout le monde le faisait, si tous ces gens-là le faisaient, déjà ça changerait énormément la donne. Énormément la donne, sans attendre de ceux qui gagnent le SMIC qui se mettent à acheter des produits qui coûtent plus cher. Donc c'est aux couches les plus favorisées de la société qui gagnent le mieux leur vie, et ça représente quand même une part quand même non négligeable des Français, de changer leurs habitudes pour payer le juste prix des produits alimentaires. C'est pas normal qu'un poulet puisse être acheté 3 € dans un supermarché. Quand je vois des promos, voilà. La viande de porc à 4,95 €, c'est pas possible. Je me dis, il y a combien de souffrances animales? C'est pas possible. Il y a combien d'éleveurs qui n'ont pas gagné un rond là-dessus? Il y a derrière un éleveur qui souffre parce qu'il n'a pas de rémunération. Il y a combien d'antibiotiques dans la viande pour qu'elle... Il y a toute une chaîne. Qu'elle soit pleine de flotte et qu'elle soit... Il y a des gens qui payent l'addition derrière. Voilà. Et c'est souvent les éleveurs, c'est souvent les agriculteurs, évidemment les animaux. Et les consommateurs qui chopent des merdes. Et les consommateurs qui bouffent de la merde. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour des t-shirts. Flinguez-vous chez vous, si vous écoutez le podcast, allez-y, flinguez-vous. Non mais en fait, on s'est habitué à des trucs qui sont pas normaux. De se dire qu'on peut acheter un t-shirt 3 € qui est livré le lendemain chez nous, il y a un problème en fait. Alors, on peut pas acheter un t-shirt 3 €, c'est pas possible. On parlera des vêtements, c'est encore plus polluant parce que l'élevage intensif, ça pollue autant que toutes les voitures, tous les camions, tous les bateaux du monde et les avions du monde entier. Ouais, ça c'est selon la FAO, qui est l'organisme des Nations Unies sur l'agriculture, c'est à peu près 14% des émissions de gaz à effet de serre. 15. Donc effectivement, c'est comparable aux émissions directes du secteur des transports. Et les fringues, c'est l'équivalent? Non, c'est moins quand même. Pas tellement, c'est 12. Ah, c'est 12 aujourd'hui? Oui. J'ai 13 au fond, 14, monsieur, ce n'est plus vous. Qui dit 15? Il me semblait que c'était quand même un peu moins, mais oui, c'est un énorme poste de pollution. Oui, c'est colossal. Et moi qui m'intéresse à tout ça, j'ai découvert les ravages de la surconsommation de fringues il y a 1 an ou 2. Ouais. C'est pas un truc dont on parle beaucoup. Non, et puis on peut pas reprocher aux gens. T'as des t-shirts vendus 3 €, pourquoi on irait acheter des t-shirts 50 €? Là, le problème, c'est pas forcément le consommateur. Le problème, c'est les gens qui font les lois. C'est qu'on ne devrait pas pouvoir acheter un t-shirt à 3 €, parce que s'il est vendu 3 €, derrière. S'il est vendu 3 €, ça veut dire que déjà, il n'a pas été fabriqué chez nous, ni en France, ni en Europe. Donc, il n'a pas fait tourner notre économie. Il a été produit dans des conditions qui seraient illégales chez nous. Non, mais ça occupe les enfants, c'est positif. Ouais, ça occupe les enfants à l'autre bout du monde. Il a été produit dans des conditions qu'on ne pourrait pas mettre en œuvre chez nous en France. Et donc, ça ne devrait pas pouvoir être vendu chez nous, tout simplement. On ne devrait pas pouvoir vendre ces produits chinois chez nous, 3 €, qui font une concurrence complètement déloyale aux industriels européens qui essayent de faire les choses un peu correctement. Donc, il faut aussi protéger nos emplois, nos industriels, et arrêter de se laisser pigeonner par le monde entier, quoi. Un mec qui travaille dans un abattoir doit tuer en moyenne 40 vaches par heure. Ouais, quand c'est des vaches, ouais. Quand c'est des vaches ou bœufs ou veaux. Ouais, quand c'est du cochon, c'est beaucoup plus. Voilà. Ça se passe pas toujours bien. Parce que les pistolets, comment tu les appelles, les pistolets? J'ai envie de te dire que ça se passe toujours mal. Oui, bien sûr, mais moi, à mon petit niveau de militant, je milite pour un élevage digne, autant que faire se puisse. Un transport digne, c'est-à-dire j'ai pas envie de voir 400 moutons sous le cagnard tirer la langue, bien sûr. Et un abattage digne. Tout ça, c'est presque des oxymores, c'est des mots qui vont pas ensemble. Mais ça représente que 5% des élevages, tout ça. Donc dans les abattoirs, heureusement, merci L214 qui ils font un travail extraordinaire, ils prennent des risques. C'est comme Paul Beau Watson, ils mettent leur vie au service de la cause animale. Et on découvre, alors peut-être pour informer les gens, il faut arrêter de vendre Martine à la ferme qui donne une image débonnaire de l'élevage, et qu'on fasse un Martine à l'abattoir.
Ah bah ça, bizarrement, on le voit jamais. On le voit pas, ça. Mais c'est pas pour rien que les abattoirs sont des lieux très protégés, très confidentiels, où c'est impossible, enfin personne peut aller visiter une chaîne d'abattage, l'endroit où le poste où on tue les animaux. Un journaliste, nous, si on demande à aller filmer un abattage, ils vont jamais nous ouvrir les portes. Macron avait promis à un moment de mettre des caméras. J'ai eu ça pour les Ça n'a punaises de jamais lit, été. mais il y avait moins de charges effectives. Ouais. C'était un autre type d'abattage. Mais non, voilà, le président avait promis de mettre des caméras dans toutes les zones d'abattage. Ça n'a jamais été rendu obligatoire. Donc, À tes yeux, quel était le meilleur président sur ce domaine? le meilleur président français, tu veux Oui, dire? pour l'écologie. Alors là, Ils ont tous j'en ai promis aucune monts et idée. merveilles et rien n'a été fait. J'en ai aucune idée. Je saurais pas te dire. Macron qui lèche le cul des chasseurs, qui est un lobby et qui reçoit à l'Élysée le mec. Mais Je parce sais plus qu'il- comment il s'appelle. Mais Willy je l'avais- Crain, Je l'avais non, non c'est un autre. Thierry Coste. Oui, Thierry, quand je l'avais torché pendant une émission chez Ardisson, parce Ouais. que il parlait de ruralité, je lui ai dit arrêtez de prendre la ruralité en otage. Ouais. Il y a 44 millions de ruraux et il y a 1 million de chasseurs. Ouais. Donc ils ont bon dos, les ruraux. Mais je pense que le président Emmanuel Macron pense à tort, à mon avis, que les chasseurs représentent cette ruralité et que pour Oui. garder un lien avec la ruralité, il faut qu'ils gardent un lien avec les chasseurs, ce qui est complètement faux parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont opposés à la chasse, ou Bien en tout sûr. cas de favorables ruraux opposés favorable à un chasse. encadrement de la chasse, parce que moi je suis pas contre le principe de la chasse en elle-même, c'est-à-dire que Faut réguler les sangliers, on est tous alors d'accord. au-delà de la régulation, le fait d'aller chasser un animal quand on en a besoin pour se nourrir, on peut pas être contre. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Il y a Oui, mais tu vas pas Voilà. bouffer un sanglier que tu as chassé. mais quand Le c'est du plaisir- loisir, Le c'est- plaisir de foudroyer un animal en fait c'est ça. et d'en tirer du plaisir. Tuer un animal pour le manger, quand on a besoin de manger, il n'y a pas de débat à avoir. Autant pour un moi. homme, je kiffe. Moi, j'en fais rentrer l'accusé, ça me parle. Ouais. Mais aller tuer des animaux par simple amusement, et notamment des animaux qui se mangent pas. Et les Ça, c'est faisans qu'on a injustifiable. élevés, Ah oui, les faisans qu'on a élevés, 80% des perdrix et des faisans sont élevés pour être relâchés juste avant la chasse et flingués. C'est pour ça que les pauvres faisans qu'on voit au bord des routes dans les campagnes et qui Ils viennent sont vous paumés. voir, je veux dire, il n'y a aucune gloire à chasser ces bah, animaux-là. d'abord, C'est- ça vole c'est- très très mal. Et pour eux, l'homme, ça veut dire Ah bah oui, nourriture. l'homme, c'est ce qui les a nourris dans les élevages, donc ils s'enfuient même pas. Et je comprends pas en fait le plaisir qu'on peut avoir à tuer ces animaux comme ça. Quand ils libèrent des faisans, 1 heure après, il n'y en a plus. Ah oui. Et pourquoi ils disent qu'il faut réguler les renards, les martres, etc. Enfin, surtout les renards. Parce que les renards, évidemment, ils se font plaisir avec tous ces faisans d'élevage lâchés dans la nature. Mais Et les donc blaireaux, les chasseurs veulent pourquoi ils vont- préserver leur troupeau de faisans pour eux, et c'est pour ça qu'ils veulent éliminer les renards. Pourquoi ils vont déterrer des blaireaux C'est le plus gros des mustélidés. Mm. Des mustélidés, le blaireau, c'est un animal trop mignon, trop beau, trop... Et ils vont les déterrer pour les tuer. Et après, ils laissent pourrir les cadavres. C'est quoi l'intérêt de déterrer un blaireau? Moi, je travaille avec. Bah, c'est du plaisir sadique. Je C'est du comprends plaisir pas. sadique. 1 million de chasseurs pour 22 millions d'animaux abattus chaque année. Ouais. Voilà. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est que ce million de chasseurs, chaque année, décroît. C'est une pratique qui vieillit, les chasseurs sont de plus en plus âgés, il y a de moins en moins de jeunes, il y a de moins en moins de pratiquants. Donc c'est quand même une pratique qui est Mais- sur le déclin, quoi. Ils ont le droit de chasser à 150 mètres de ta maison quand tu habites à la campagne. Ouais. Ils ne ramassent pas leurs cartouches. Le sol est plein de plomb, ce qui crée le saturnisme. Ouais, alors, il y a, encore une fois, hein, moi je mets pas tous les mêmes chasseurs dans le même panier. Il y a des chasseurs qui, effectivement, sont des très bons connaisseurs de la nature, qui ont une pratique relativement raisonnée, qui vont pas aller tuer n'importe quelle espèce ou tuer des animaux par dizaines juste pour se faire plaisir. Donc il y a aussi des chasseurs qui correspondent pas à cette caricature-là, mais malheureusement, souvent, on retrouve un peu le sketch des inconnus quand on va filmer une chasse, quoi. Voilà, c'est pas que des légendes, quoi. Et souvent, dans tous les domaines dont on a parlé, on retrouve ce chiffre de 95% de nuisibles ou pour 5% de biens. Moi qui suis passionné de zoologie, m'est arrivé d'avoir des conversations avec des chasseurs parce qu'ils connaissaient les animaux. Mm. Et c'était intéressant. Mais oui, donc j'abonde dans ton sens. Ouais. En fait, entre le chasseur qui chasse à l'approche un sanglier ou un cervidé une fois de temps en temps pour le consommer, qui le consomme en entier avec sa famille, etc.,
et le chasseur qui va aller flinguer 50 oiseaux migrateurs dans la journée qui passent au-dessus de sa petite cabane sans bouger le cul de sa chaise juste pour le plaisir de flinguer les oiseaux qui passent. Ou le Girondin qui va mettre de la glu sur les branches. Voilà, parce que ou c'est le la gars qui tradition. va... Maintenant c'est interdit, mais bon, il y en a qui le font Mais encore. ils Ou le font gars encore. qui va aller déterrer une famille entière de renards pour tuer les bébés. Voilà, c'est pas pour moi, je mets pas ces deux profils dans le même panier. Voilà. On a parlé du cartel du poisson, le Totoaba. Totoaba. Mm. Alors c'est marrant, c'est deux groupes, Ouais. Totoaba. Ouais. Et Ouais. quand tu le tues, l'animal queen. Et hop, un troisième groupe. Chalut. Je voudrais que tu nous parles maintenant du cartel de l'avocat. Ouais. Le cartel de l'avocat. On vire toutes les plantations pour planter de l'avocat. Ouais, exactement. Il y a une mafia de Mexique. l'avocat au Mexique. Au Mexique, ouais, on est allé tourner là-bas où en fait une des principales causes de déforestation au Mexique, pour le coup, c'est les plantations d'avocats. C'est pas l'huile de palme. Non, là-bas l'avocat. c'est l'avocat. On enlève des forêts pour mettre des avocatiers et ça génère énormément d'argent parce que on importe beaucoup d'avocats en Parce Europe et que partout dans le monde. le monde entier adore le guacamole. Exactement, ou l'avocat toast, enfin bon, c'est très à la mode l'avocat. Et derrière, en fait, c'est des conflits absolument horribles entre les cultivateurs d'avocats qui se font racketter par des cartels, les cartels qui essayent de raser des forêts pour implanter de nouveaux cultivateurs. Il y a des cultivateurs qui sont obligés de s'armer en milice pour défendre leur récolte parce que sinon ils se font racketter par le cartel d'à côté. Il y a des morts, il y a des enlèvements. Enfin, c'est vraiment la face cachée de l'avocat, elle est assez terrible et ça, on n'en a pas du tout conscience. Et pour le coup, ça concerne aussi les végétariens et les véganes qui mangent beaucoup d'avocats. Donc là, on est sur un truc qui concerne tout le monde. Et ouais, là, clairement, faut essayer de pas en consommer comme un produit de consommation courante. Mais Ok. globalement, Depuis le début, on a pas mal de morts, mais il reste encore des vivants. On va les achever. Chaque seconde dans le monde, il y a 250 kilos de plastique qui finissent dans l'océan. Il y a un vortex de plastique Ouais. qui est entre le Japon et dans le Pacifique. dans le Pacifique, qui fait 3 fois la France. C'est beaucoup ou pas? Je me rends pas compte. Ouais, c'est beaucoup. Alors, c'est pas comme on peut se l'imaginer, c'est pas une espèce d'île de plastique. Hein. Les gens, quand tu leur dis continent de plastique, ils ont souvent l'impression que c'est une mer de déchets visibles sur laquelle tu pourrais presque marcher. En fait, c'est vraiment des microplastiques, donc ils sont en suspension dans l'eau. Mais oui, Qu'on ne peut plus récupérer. Hein. Bah, c'est trop petit. il y a des gens qui travaillent dessus, mais c'est un défi logistique énorme. Et puis surtout, ouais, ça dit quelque chose d'à quel point on contamine, y compris les milieux les plus lointains, les plus éloignés de la civilisation, quoi. Et quand on a trop de déchets chez nous, on les exporte Ouais. dans les pays pauvres. Ah oui, ça c'est un truc courant. Ouais, Avant, bien sûr. on exportait nos déchets nucléaires ou alors on les jetait à la mer quand il n'y avait pas de contrôle. Ouais. Et il y aura c'est aussi une bombe à retardement. Là, on les exporte. Par exemple, en Indonésie, il y a des villages qu'on appelle la poubelle du monde. Il y a Ouais. des images insoutenables. Ouais. On envoie. Alors, officiellement, c'est pas des déchets. Parce qu'il y a une législation qui fait qu'on n'est pas censé pouvoir exporter des déchets dans des pays qui n'ont pas un système de traitement des déchets efficace. On exporte ce qu'on présente comme des matières premières. Donc on dit, voilà, on exporte du plastique pour qu'il puisse être valorisé là-bas ou du carton pour qu'il puisse être valorisé. On le fait aussi avec les déchets électroniques qu'on envoie en Afrique en disant on les envoie se faire réparer en sachant très bien qu'ils ne reviendront jamais. Donc il y a tout un système qui fait que les pays occidentaux se débarrassent d'une partie de leurs poubelles dans les pays plus pauvres qui prennent ça en échange d'argent. Et ça se retrouve dans la nature, évidemment, à la fin. Les pôles, c'est un peu la clim de la planète. Donc, c'est en train de fondre tout ça. Donc, c'est ça aussi les glaciers qui fondent à vue d'œil. Il faut savoir que dans ces coins-là, il y a ce qu'on appelle le permafrost, qui est le sol qui est gelé sur plusieurs mètres, donc il est en train de fondre. Et quand il aura totalement fondu, ça commence à arriver. Il libère des virus qui ont des millions d'années, qu'on ne sait pas traiter, qu'on ne sait pas soigner. Et ça va être une bombe à retardement. Alors ça, c'est un saut dans l'inconnu. On ne sait pas exactement ce qui va sortir de ce permafrost, mais surtout, ça libère, et ça par contre, on le sait très bien, des quantités énormes de gaz à effet de serre. On estime que si le permafrost fond, ça va libérer plus de gaz à effet de serre que tout ce que l'humanité a rejeté dans son histoire. Donc c'est vraiment une bombe climatique qui peut accélérer de manière dramatique le changement climatique qui est déjà très très grave. Donc oui, ça c'est un enjeu vraiment fondamental, le permafrost, et ça commence
ça commence à dégeler dans pas mal de zones, notamment en montagne en France. Hein. On a des zones montagneuses. Parce qu'en Russie, ça commence aussi. Hein. Ouais, bien sûr, ça commence partout, mais plus proche de chez nous, dans les Alpes, ce qui explique la multiplication des éboulements, notamment l'été, avec des parois rocheuses qui se décrochent, c'est cette fonte du permafrost, puisque le permafrost, en fait, il agit comme un ciment en montagne. La glace maintient des blocs rocheux ensemble, même l'été, ça ne fond jamais, en théorie. Et sauf que là, avec le réchauffement, il y a certaines parties de permafrost qui se fragilisent, qui fondent, et donc le ciment disparaît, et c'est ce qui explique la multiplication des éboulements en montagne. Les 2 poumons de la Terre, c'est l'Amazonie et la Grande Barrière de Corail en Australie. Ouais. Bon, les deux poumons de la Terre, globalement, c'est l'océan en premier, qui produit la majorité de l'oxygène qu'on respire, et les forêts en deuxième. J'ai l'impression que la Terre fume 3 paquets de clopes par jour. Là. Ah bah oui, là c'est plus que 3. Hein. Là, elle a mis la bouche directement sur le pot d'échappement. Il y a un autre suicidez-vous chez vous. Il y a un autre truc qui a fait beaucoup de mal dans les années 60, c'est le remembrement. On a demandé aux cultivateurs de couper les haies pour faire des champs céréaliers plus grands, ce qui fait que les plaines céréalières sont devenues des déserts de biodiversité. Les haies, c'est les endroits où les oiseaux vont se reproduire, où les renards, tous les animaux. Et puis, on a aussi bouché les mares. Les mares, moi, je voulais lancer la fête des mares pour inciter les gens à refaire des mares. Si vous faites une mare même de 2 mètres, vous allez voir la vie qui va revenir immédiatement et il ne vous donne pas 8 jours avant de voir une libellule ou des batraciens pondre dedans. Donc ça, on commence à responsabiliser des gens qui refont un peu des haies, mais c'est très très lent. Ah oui, c'est très lent en fait. Les haies, elles ont été complètement éliminées, alors que c'est, comme tu le dis, essentiel pour la faune, mais c'est aussi ce qui permet de retenir l'eau, de limiter l'érosion, de protéger les champs et les animaux contre le vent, les températures chaudes, etc. Donc ça a été une énorme erreur de l'agriculture industrielle de supprimer ces haies, qui ont été globalement supprimées pour, gagner de la place, et puis 2, faire passer les engins agricoles plus facilement quand les tracteurs sont devenus énormes. Donc on commence maintenant à replanter des haies, mais quand on regarde le rythme de destruction des haies à l'échelle française, ça continue à augmenter, quoi. Donc on n'a pas vraiment réglé le problème, et là pour le coup il y a un vrai enjeu de soutien aux agriculteurs de l'État et de l'Union européenne, qui devrait à mon sens rémunérer les agriculteurs pour non seulement replanter les haies mais aussi les entretenir, parce qu'on peut pas demander aux agriculteurs aujourd'hui de prendre à leur charge seuls la replantation, l'entretien des haies qui coûte très cher. Donc ça, c'est un choix que la collectivité doit faire, parce que les gens, les fermiers, là-dessus. Ils délèguent à leurs femmes, hein. Ils sont pas aidés. Il faut, hey, Brigitte, la haie. Ah ouais, elle est pas mal celle-là. Ouais. Ah, moi je voudrais la couper au montage, je la regrette. Les monocultures épuisent la terre. Avant, ils diversifiaient les agriculteurs. Une année du blé, l'autre l'orge, et puis le sol se régénérait. Non, maintenant c'est monoculture. Les engrais polluent les nappes phréatiques pour des millénaires. On est en train déjà on dit qu'il n'y a pas d'eau, mais quand il y en a, elle est polluée. L'eau du robinet est pleine de nitrates. La viande et les poissons d'élevage sont bourrés d'antibiotiques. Les poissons pleins de métaux lourds. Les algues vertes envahissent les plages et font des morts. On exporte nos produits de qualité, on importe des merdes. Nos cornichons sont indiens, notre moutarde de Dijon est canadienne. Les agriculteurs et les gens qui habitent près des vignes développent 10 fois plus de cancers qu'avant. Nos légumes sont bourrés de pesticides, on tire notre chasse d'eau avec de l'eau potable, on irrigue des champs de maïs en plein été pour nourrir des animaux. C'est la 6e grande extinction du règne animal. Il nous faudrait 3 planètes pour nourrir tout le monde. Les minerais de nos portables sont extraits par des gamins de 10 ans qui meurent à 20 balais. Chaque fois qu'on envoie un mail, c'est comme si on allumait 20 ampoules dans la maison. Bientôt, on sera 10 milliards sur Terre. Les Ricains, les Indiens, les Chinois, ils veulent tous une bagnole. Les voitures électriques sont encore plus polluantes parce que elles roulent aux énergies fossiles. On ne sait pas renouveler les batteries. Les centrales nucléaires sont vieilles, elles se fissurent. On sait les panneaux solaires, on ne sait pas les recycler non plus. Les Allemands, les gros écolos de l'Europe, ils recommencent à extraire du gaz de schiste qui est le plus polluant. Bref, j'en passe, c'est des meilleurs. On est sur l'autoroute de l'enfer. On a le pied collé sur l'accélérateur. Heureusement, bientôt, un astéroïde viendra bousiller la Terre et on n'aura plus aucun problème. Voilà, on est donc passé à 0 auditeur, là, on est d'accord. Ils sont tous flingués, là. Il y en a qui sont dans des bains chauds, ils sont vers les veines. et la couleur du bain ressemble à la mer pendant l'abattage des globicéphalosiens. Mais
il y a plein de bonnes solutions et nouvelles aussi. Je te laisse conclure. J'y crois pas, mais je te laisse conclure. T'y crois pas vraiment? T'es pessimiste à ce point? Non, moi je crois qu'on a atteint le point de non-retour depuis 20 ans. Je suis pas sûr. Moi je crois pas. Moi je crois qu'il faut écouter les scientifiques quand ils disent qu'on est dans une situation très grave et qu'on risque d'avoir des conséquences catastrophiques. Mais il faut aussi les écouter quand ils disent qu'il n'est pas trop tard et que chaque décision qu'on prend aujourd'hui peut avoir un impact sur. Alors on va pas arrêter le changement climatique, mais en tout cas on peut le ralentir, on peut en diminuer l'ampleur et on peut surtout sur l'effondrement de la biodiversité. On le fait pas pour l'instant, ou en tout cas on le fait trop peu, mais il n'est pas trop tard. Moi je pense qu'il faut se méfier. Regarde du discours. Bolsonaro, climato-sceptique, Trump qui revient, et les Chinois, ils veulent en croquer. Pourquoi ils n'auraient pas de bagnole, les Chinois et les Indiens? Ils sont plus d'un milliard. Bien sûr, mais ils veulent des voitures. Et puis les vieilles tatas. Je vais te dire un truc. C'est pas homophobe, c'était la marque des bagnoles. Je vais te dire un truc. Sur Trump, les Chinois, le Brésil, on n'a aucun pouvoir. On peut rien faire. Donc ça, il faut arrêter de se mettre une pression d'enfer là-dessus. On va pas changer l'élection de Donald Trump en tant que Français. Par contre, ce qu'on peut faire à l'intérieur de nos frontières, c'est déjà énorme. On parle beaucoup du climat. Non mais, on dit oui, le climat, on a beau changer chez nous, le climat c'est mondial, donc ça dépend des Chinois, des Américains. Ok, certes, si nous on change tout seul, que les autres changent pas, ça servira pas à grand-chose. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, parce qu'on a notre part de responsabilité, mais par contre, sur la question de l'effondrement de la biodiversité, sur les produits qu'on met dans nos champs, sur les saloperies qu'on met dans notre eau, qu'on boit, que nos gamins boivent, ce qu'on fait de nos forêts, de nos rivières, de nos sites naturels chez nous, ça c'est nous qui décidons. On peut le faire, mais on le fait pas. Ça, c'est nous qui décidons. Oui, mais on le fait pas, mais ça tient qu'à nous de le changer, ça. Enfin, je veux dire. Oui, mais ça change pas. Ben, ça change pas, mais il faut se battre pour que ce soit le cas. Voilà. Et donc, moi, je pense qu'il faut pas partir du principe que tout est perdu parce que c'est faux, parce qu'il y a une grande résilience dans la nature. On le voit quand on crée des réserves, même des sites qui étaient. Ah, mais la résilience de la nature, dès que l'homme aura quitté la planète, la nature va très bien s'en remettre. Mais il y a une résilience aussi, je pense, de l'humain. Et moi, je fais pas partie des gens qui souhaitent l'extinction de l'espèce humaine parce qu'on a beaucoup de défauts, on a aussi beaucoup de qualités. Et je souhaite que. Jamais dit ça. Non, mais bien sûr, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça, que ça serait peut-être mieux qu'on disparaisse et puis qu'on passe à autre chose. Moi, je regretterais cette disparition. Mais en tout cas, on a les solutions en main, on sait ce qu'on doit faire, on a les outils pour le faire, et il manque une espèce de prise de conscience générale du pouvoir collectif qu'on a. Voilà, on n'est pas condamné à l'impuissance, et je crois pas que tout soit foutu. Je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et j'essaie de rester optimiste quand même pour les décennies qui viennent. Quels sont les grands projets, pour finir, qui génèrent de l'espoir? Les grandes découvertes, les progrès scientifiques. Ouais, bah il y a... Je pense que ce qui génère le plus d'espoir pour moi, c'est les découvertes qu'on découvre dans le règne animal et tout ce dont on peut s'inspirer du règne animal. Par exemple Par exemple, la capacité des autres espèces à vivre en harmonie avec leur environnement. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'opposer confort, développement, bien-être et écologie. Souvent on dit oui, mais on va pas revenir à l'âge de pierre, mais c'est pas du tout ça la question. On peut être très heureux, vivre de manière très confortable en ayant un impact beaucoup plus faible sur la nature qui nous entoure. Et pour ça, il faut qu'on s'inspire de ce que fait la nature, justement, qu'on arrête de vouloir la combattre et qu'on la considère comme une alliée avec qui on peut travailler. Et il y a plein de choses à faire. Là, on n'a pas le temps d'en parler. Tu le prêches dans le désert parce que selon tu parles, non. Les gens qui pensent comme nous sont déjà convaincus. Et on n'a pas parlé aussi du plus gros danger qui la bombe, la Troisième Guerre mondiale, à coup de bombes nucléaires, et à l'avenir, seuls vont s'en sortir les tardigrades et le lichen. Oui, alors on peut toujours envisager le pire. Ah putain, on me dit qu'il y a encore un survivant, putain. On peut toujours Tu envisager peux te tirer une balle dans la tête, Jean-Michel, on attend que ça pour finir. Le mec, il lâche pas, quoi. Bah, ça... ça doit être un maso, comme tu disais au début. Mais non. Je commande mes produits sur Amazon, c'est pas bien, c'est pas écolo. Mais il y a plein de manières concrètes, il y a plein de trucs qui marchent très bien. On sait que pour les transports, il faut qu'on développe à fond le fret ferroviaire électrifié. On sait qu'il faut qu'on réduise la part de la viande dans notre alimentation, qu'on retourne vers une localisation de la production, qu'on reprenne le pouvoir sur les outils de production aussi qu'on a délocalisés. Enfin, il y a plein de choses à faire. On pourrait en parler pendant des heures, mais on n'est pas en tout cas condamné à l'impuissance. Ce qui est sûr, c'est qu'on va subir le changement climatique. Qu'on le veuille ou non, quoi qu'on fasse aujourd'hui, on va pas l'arrêter. Les 1,5 degré, on les a dans le cul depuis c'est fini, longtemps. Ça on sait que c'est perdu. Mais entre 2 degrés et 2 degrés 1 ou 2 degrés 2, ça change tout. Ça change des dizaines de milliers. Dans 10 ans, il y aura 4 degrés. Donc. Ouais, mais
c'est pas sûr et en tout cas il faut tout faire pour l'éviter. Il faut essayer de s'adapter au maximum en changeant nos infrastructures pour les préparer à ce qui arrive, mais il faut surtout essayer de ralentir ce changement climatique. Alors moi je donnerais un conseil aux jeunes, kiffez le peu de temps qui vous reste à vivre. Super. Alors moi je dirais plutôt aux jeunes, amusez-vous, faites la fête, mais surtout, aussi, engagez-vous dans des associations, parce que c'est comme ça qu'on a un vrai impact, c'est en se mettant à plusieurs pour peser sur les politiques, sur les entreprises. Et puis, perdez pas espoir, la vie est courte, il faut en profiter, il faut essayer de changer ce que vous pouvez changer, vous, à votre niveau, sans vous mettre la responsabilité du monde entier sur les épaules. Vous n'allez pas pouvoir changer l'élection américaine, vous n'allez pas pouvoir empêcher les Chinois de faire ce qu'ils veulent faire avec leur industrie, mais sur ce qui se passe ici, dans votre pays, sur ce que vous consommez, là, vous avez un poids énorme, parce que les entreprises, c'est nous, en fait, c'est ce qu'on consomme. Donc, profitez de la vie et faisons en sorte qu'elle soit la plus belle et la plus longue possible. Là, tu as conscience que ces propos que je vais te dire qui n'engagent que moi vont me mener en prison. Ouais, mais Est-ce écoute, que tu essaieras de me libérer? Est-ce que tu auras le même engagement avec moi que tu as eu avec Paul Watson? écoute, est-ce que j'essaierai de convaincre les maires de mettre ta photo sur les mairies? Je suis pas sûr, Laurent. Je suis pas sûr. Mais je viendrai te voir. Merci Hugo. Je t'en prie, merci à toi. Salut. Salut, à bientôt.